Est-ce que Monsieur Assal est arrivé? Ah, le voilà. Alors, on précise que cet après-midi, on a fait un... Bonjour Monsieur Assal. Bonjour. Bonjour. On a, comme Alice l'a présenté, fait le choix de présenter plusieurs méthodologies, plusieurs projets pilotes avec un éclairage du CTFL, voilà, pour alimenter la réflexion. Comme on disait, il y a eu 18 porteurs de projets dans l'expérimentation, donc c'est techniquement pas possible de faire intervenir tout le monde, mais on a retenu quelques présentations phares pour éclairer les membres de la Oui, filière. voilà, ce sont les 2 méthodologies qui sont ressorties, et qui ont été comparées aussi dans plusieurs rapports, donc merci beaucoup Monsieur Assal de nous avoir rejoints. Donc je crois que c'est vous qui avez votre présentation de votre côté? Oui. OK. Et du coup, je vous laisse peut-être vous présenter et puis, partager si vous voulez, partager la présentation. Très bien. J'y vais. Je fais la manip. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ok, super. Vous m'entendez bien? C'est parfait. Ok, très bien. Donc bonjour à toutes et tous. Je me présente, je m'appelle Shafik Azal. Je suis le cofondateur d'un bureau d'études en environnement qui s'appelle Eco2 Initiative et que j'ai cofondé il y a 15 ans maintenant. Et notre métier, c'est de travailler sur l'évaluation des impacts environnementaux, des activités humaines. Et notamment, on a beaucoup travaillé sur les questions d'énergie et de climat. Et depuis 10 ans, on travaille sur un secteur particulier qui est celui de l'alimentation. Il se trouve qu'on a développé un certain nombre de travaux, d'outils et de projets autour de l'impact environnemental de l'alimentation. Et l'EcoScore dont je vais vous parler aujourd'hui est un peu une synthèse de tous ces travaux. Moi, ça fait 10 ans que je suis un peu les histoires d'affichage environnemental et que je travaille là-dessus. Et en fait, l'EcoScore est un peu l'aboutissement et aussi le constat qu'on a fait sur le fait que l'affichage environnemental n'avançait pas suffisamment et n'arrivait pas à se mettre en place dans le domaine alimentaire en France, ailleurs également, mais en France notamment. Et donc, c'est comme ça qu'est né un peu l'EcoScore comme une proposition et une solution pour aider un peu à faire avancer ce sujet. Donc voilà un peu pour une brève présentation. Et donc je vais entamer tout de suite la présentation autour de l'EcoScore qui vous intéresse. Très bien. Est-ce que vous voyez défiler les diapositives? C'est bon? Ça fonctionne, oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors, très rapidement, déjà, pour commencer, qu'est-ce que l'EcoScore de manière succincte? Donc, c'est un indicateur de l'impact de l'alimentation sur l'environnement, tout simplement, avec quelque chose de très simple. C'est une note de A à E avec le code couleur du vert au rouge, qui est compréhensible pour le consommateur, exactement comme l'est le Nutri-Score. On avait l'habitude de dire c'est un peu le Nutri-Score pour l'environnement, cet EcoScore. C'est une note fondée scientifiquement, donc qui répond, donc je vais en parler un peu plus dans la suite de ma présentation, mais il y a tout un socle scientifique derrière la méthodologie de l'EcoScore. Et elle répond également aux enjeux environnementaux, c'est très important. Le but n'est pas de faire uniquement un affichage environnemental uniquement pour le plaisir de la science. Il faut aussi répondre aux enjeux qui sont face à nous et qui sont énormes, et notamment en termes d'alimentation durable. Donc c'est un peu le mélange de ces deux aspects. Et l'EcoScore peut s'appliquer à tout ce qu'on mange, que ce soit des produits industriels, donc on retrouve qu'on peut acheter au magasin ou des produits bruts, mais également aux plats préparés, notamment en restauration, ou même sur des recettes que vous pouvez trouver sur des sites internet par exemple ou dans des livres. Donc on a vraiment deux méthodologies adaptées à ces deux typologies d'aliments. Alors qui est derrière l'EcoScore? L'EcoScore, c'est un collectif d'acteurs privés mais qui sont indépendants chacun,
qui ne sont reliés ni à un syndicat, ni à un business particulier, et qui ont la particularité d'être engagés pour une alimentation durable. Vous connaissez un certain nombre de ces acteurs. Il y a notamment toutes les applications de consommateurs, donc Yuka, Open Food Facts, ScanUp ou Frigo Magique, qui sont vraiment des applications qui ont pour but de sensibiliser et informer le consommateur sur ce qu'il mange. Et puis quelques acteurs professionnels de l'alimentation, donc La Fourche, qui est un distributeur de produits bio, Food Cherry ou Season, qui est un traiteur de livraison de plats à domicile, ou encore le site de recettes Marmiton. Donc c'est un peu ce consortium qui a mis en commun un peu ses forces et sa motivation pour dire on va sortir quelque chose qui réponde aux enjeux de l'affichage environnemental en tant que collectif, et aussi pour pouvoir montrer comment ça marche et le côté opérationnel de l'EcoScore. C'est très important, ce côté opérationnel, je vais en reparler aussi tout au long de ma présentation. Alors pourquoi cet EcoScore? Déjà, il y a un but pédagogique. C'est vraiment l'idée de sensibiliser le consommateur à l'impact de son alimentation. Mais c'est aussi un outil de changement. L'idée, c'est d'apporter des informations qui permettent un changement dans l'offre, donc du côté de l'offre, et de la demande d'influencer ou d'informer pour amener le consommateur à faire des choix qui l'amènent vers une alimentation avec un impact moins élevé sur l'environnement et une alimentation plus durable. L'idée et le principe de base de l'EcoScore, c'est que c'est quelque chose qui doit être fait à grande échelle. Et pour cela, notre méthodologie est totalement transparente, elle est disponible, tout est écrit, tout est documenté, vous avez des outils de simulation, n'importe qui peut la regarder, la critiquer, la tester. Donc ça, c'est très important. Si on veut qu'elle se développe à grande échelle, il faut que cette transparence soit faite. Il ne faut pas que ce soit une boîte noire. Et donc, elle est ouverte à tous les acteurs qui souhaitent l'implémenter. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. J'en parlerai après sur les conditions d'implémentation, mais tout acteur qui souhaite calculer l'EcoScore et l'afficher peut le faire de manière assez légère et simple. Et ensuite, l'EcoScore est aussi une contribution au débat et aux réflexions pour aboutir à un affichage généralisé. On ne se positionne pas comme un outil qui veut s'imposer aux autres, mais c'est un outil qui apporte sa pierre à l'édifice. Et l'idée, c'est qu'on aboutisse à un affichage qui soit officiel, comme ce sera, j'espère, le cas suite à l'expérimentation menée par le gouvernement. Donc l'EcoScore existe depuis 1 an. On l'a lancé il y a 1 an et on a travaillé dessus depuis 2 ans maintenant. Et il arrive dans le contexte où effectivement l'affichage environnemental est de plus en plus une demande forte, alors que ce soit au travers de la Convention citoyenne pour le climat, la loi AGEC sur l'économie circulaire et la dernière loi climat et résilience. Donc tous ces travaux et ces réglementations ont en leur sein une demande pour un affichage environnemental. Alors pas que sur l'alimentation, mais en tout cas l'alimentation est dedans. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que l'expérimentation lancée en février 2020 a été lancée par le ministère de la Transition écologique pour travailler sur harmoniser l'affichage environnemental. Donc ça, c'est les travaux qui sont encore en cours. Mais en tout cas, on est arrivé dans ce contexte-là. Voilà un petit peu pour une rapide introduction. Je vais rentrer maintenant un peu dans l'explication de ce que c'est que cet EcoScore, parce que je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup les gens, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et sachez tout de suite qu'il y a un site internet, vous voyez l'adresse qui s'affiche là-dessus, mais qu'on peut facilement trouver, où toute la méthodologie est expliquée en détail et est disponible. De manière simple, encore, j'essaie d'être le plus pédagogique possible pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais évidemment c'est un peu plus complexe, il faut se plonger dedans. Mais de manière simple, l'EcoScore est basé sur 2 socles. Le premier socle que vous voyez à gauche, c'est l'ensemble des impacts environnementaux sur le cycle de vie du produit. C'est ce qu'on appelle communément l'analyse de cycle de vie. C'est basé sur les données de la base de données Agribalise, donc qui est la base de données officielle française, gérée par l'ADEME et qui est
également en open source et qui est disponible pour tout le monde. Et donc, les produits ont tout d'abord un score ACV. Ce score est transformé sur une note sur 100, à laquelle on vient rajouter de notre côté un certain nombre de bonus-malus, donc des points, donc en moins ou en plus, qui viennent compléter cet ACV sur les aspects sur lesquels l'ACV manque éventuellement de quantifier ou d'évaluer un certain nombre d'impacts environnementaux. Et donc ces critères qualitatifs, je vais y revenir là aussi, on va y trouver par exemple la recyclabilité des emballages, la valorisation de la production agroécologique, biologique, à travers les labels, tous les labels officiels de qualité environnementale, et donc notamment le label bio. Ensuite, l'origine et la provenance des ingrédients des produits, donc en prenant en compte d'un côté la part de transport, mais surtout également les politiques environnementales qui ont lieu dans ces pays, puisque vous savez qu'il y a des pays qui ont des réglementations plus strictes que d'autres sur l'environnement, et c'est souvent quelque chose qui est oublié, qui n'est pas pris en compte dans l'ACV, et donc nous, dans l'EcoScore, c'est quelque chose qu'on valorise. Donc plus vous avez un pays avec une réglementation stricte en termes environnementaux, plus vous avez des garanties sur la qualité environnementale des produits, et donc les produits bénéficient de bonus dans ce cas-là. Et enfin, la saisonnalité des aliments qui va s'appliquer plus sur la méthodologie des recettes, donc des produits frais. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc vous avez le score sur 100 de l'ACV auquel viennent s'ajouter ces points bonus-malus. Et à la fin, vous avez une note finale sur 100 qui vous donne l'éco-score et donc les valeurs de A à E. C'est tout simplement, vous avez A si vous avez entre 80 et 100 sur 100, entre 60 et 80 vous avez B, entre 0 et 20 vous avez E. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je rentre un petit peu plus dans l'explication aussi à quoi servent ces bonus. J'ai commencé à le dire, mais c'est important de bien le noter. L'ACV ne capte pas correctement un certain nombre d'aspects. Donc ça, c'est des sujets qui sont débattus depuis maintenant 1 an dans le cadre de l'expérimentation. Et notamment la prise en compte des bénéfices environnementaux, notamment par exemple du bio, mais aussi des agricultures, on va dire, responsables, en ce qui concerne l'utilisation des pesticides, en ce qui concerne les pratiques environnementales par rapport à la biodiversité. Mais aussi, il y a des co-bénéfices, alors qui ne sont pas environnementaux, mais qui sont valorisés dans ces labels, le bien-être animal, la santé humaine, etc. Donc en fait, les bonus pour les labels permettent quelque part de prendre en compte tous ces bénéfices environnementaux qui ne sont pas captés par l'ACV. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, sur les origines, j'en ai déjà parlé. Et sur la recyclabilité des emballages, typiquement, dans une ACV, vous allez avoir l'impact de la fabrication de l'emballage, éventuellement sa fin de vie, mais sa recyclabilité même n'est pas bien captée dans l'ACV. Et la recyclabilité, ça veut dire, est-ce que le matériau est effectivement recyclable en fin de vie, mais aussi quel est son taux réel de recyclage selon le pays. Donc si vous êtes dans un pays qui fait très peu de tri et très peu de recyclage, vous avez beau avoir un emballage recyclable, en fait l'emballage finira dans les ordures ménagères et donc ne sera pas valorisé. Donc on vient un peu corriger ces éléments-là avec ce système dans l'EcoScore. Alors quelques exemples pour illustrer, j'ai pris un exemple sur les œufs. Donc vous voyez ici des différenciations, donc là les œufs sont scorés et ils n'ont pas les mêmes éco-scores à la fin selon leurs caractéristiques. Donc un œuf en cage conventionnel va obtenir une note de C. S'il est bio et importé de l'extérieur de l'Union européenne, il arrive à B, mais un B avec une note moindre que s'il était label rouge et français. Et la meilleure note est donnée à l'œuf bio et français. Donc il va cumuler en fait l'ensemble des bonus de l'EcoScore et obtenir une note de A. Donc on peut passer d'un œuf qui est à C à A selon ses caractéristiques. On voit bien comment on peut différencier les produits comme ça et donner un signal aussi bien aux consommateurs qu'au marché, à l'offre là-dessus. Un autre exemple sur le riz, c'est un peu la même idée. Alors là, on est sur du végétal, donc on est dans des notes plutôt
pas trop mauvaise. Sur les viandes, on aurait plus de variations. Mais le riz indien arrive à un B. S'il est bio, il a un meilleur B. S'il est français, il est en A. Et s'il est bio et français, là, il a le maximum de 100 points dans l'EcoScore. Donc voilà, c'est 2 exemples un peu pour illustrer. Mais vous avez ça sur l'ensemble des produits qui vont avoir la même ACV au départ, mais qu'on va différencier grâce au bonus-malus. Si on veut afficher l'EcoScore, comment ça se passe? Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait quand même un petit peu il n'y avait pas de barrière à l'entrée, n'importe qui pouvait afficher l'EcoScore, mais il y a quand même des règles à respecter, ne serait-ce que pour la légitimité et la solidité de la méthodologie. Donc, l'utilisation du logo est soumise à un règlement d'usage, un peu comme le Nutri-Score d'ailleurs. Il y a une procédure d'enregistrement. Il faut s'engager à appliquer la méthodologie de l'EcoScore. Voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la méthodologie, qu'on soit transparent sur les calculs, ça c'est très important, et informer le collectif qui est garant un peu de l'affichage environnemental de l'EcoScore sur sa volonté de le communiquer et d'utiliser l'EcoScore, et le collectif va vérifier les calculs avant de donner l'accord pour l'utilisation de l'affichage. Mais au-delà de ces règles-là, il n'y a pas de barrière. N'importe qui peut calculer son EcoScore gratuitement et l'afficher gratuitement. Il n'y a pas de... Voilà, il peut le faire lui-même, il peut se faire aider évidemment, mais il peut le faire lui-même à moindre coût. Aujourd'hui, on en est avec l'EcoScore, donc je pense que ça c'est intéressant à voir pour vous également. Donc l'EcoScore est une réalité. Enfin, ça fait maintenant 1 an que l'EcoScore est en place sur un certain nombre de sites et d'outils et chez un certain nombre d'acteurs. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc Yuka, l'application bien connue. Donc aujourd'hui, il y a presque 70 000 produits qui ont un EcoScore dans Yuka avec des informations complémentaires. Donc on a la note de A à E qui s'affiche, mais on a également un détail des informations sur la production, l'origine, les emballages, etc. Et le consommateur a la possibilité lui-même de caractériser, le consommateur ou d'ailleurs les marques peuvent eux-mêmes renseigner un certain nombre d'informations pour compléter l'évaluation de l'EcoScore. Open Food Facts, pareil, donc là on a près de 300 000 produits qui sont scorés dans la base de données Open Food Facts avec tout le détail des calculs qui est affiché. Une fois de plus, la transparence. L'application ScanUp qui a scoré 350 000 produits également, qui travaille beaucoup avec la distribution et les marques. Du côté restauration, on a l'entreprise FoodChéri donc qui affiche l'EcoScore sur son site de commande en ligne, sur son application mobile, mais également sur les étiquettes qui sont apposées sur les plats qui sont livrés, notamment les plats emballés de sa marque FoodChéri ou Season. Autre exemple dans la restauration, le groupe Elior a également intégré l'EcoScore et a déjà fait une expérimentation dans 3 restaurants avec l'affichage de l'EcoScore pour les convives sur les plats du jour. Donc c'est une prouesse technique puisque ces calculs sont faits tous les jours, puisque les plats, les menus changent tous les jours. Et donc l'intégration s'est faite dans la base de données et elle s'affiche automatiquement dans tous les restaurants Elior qui le souhaitent et qui peuvent l'imprimer et l'afficher à leurs convives. Ensuite, vous avez le site de La Fourche, donc qui est un distributeur d'épicerie bio. Donc là, c'est affiché sur le site. Et également, La Fourche a créé sa marque propre. Ils ont aujourd'hui plusieurs dizaines de produits en marque propre. Et donc, l'EcoScore s'affiche également sur le packaging de ces produits. On est sorti de la France également, puisqu'on a des distributeurs maintenant en Europe qui affichent l'EcoScore. Donc le premier d'entre eux, c'est Colruyt en Belgique. Donc c'est un des principaux distributeurs belges. Et Colruyt a été un des premiers à être séduit par l'approche de l'EcoScore et ils ont calculé l'EcoScore sur 5000 produits de leur marque Bonnie. Et donc aujourd'hui, cet EcoScore est affiché sur leur application, sur leur site internet et également sur plusieurs produits sur le packaging directement. Donc ça, c'est en Belgique.
En France, Carrefour a rejoint l'aventure également à mi-parcours, et aujourd'hui, il y a 25 000 produits sur le site carrefour.fr qui ont un éco-score qui est calculé et affiché. Le groupe Lidl, donc là, c'est à l'international. Donc, Lidl en Allemagne a entamé une expérimentation de l'éco-score en magasin, donc dans plus de 200 magasins à Berlin, et ensuite a étendu cette expérimentation en Belgique, au Royaume-Uni, en Autriche et aux Pays-Bas. Donc c'est des expérimentations qui sont en cours. Donc il y a un affichage de l'éco-score sur un certain nombre de produits directement en magasin. Et puis très récemment, depuis une semaine, Intermarché affiche l'éco-score sur 19 000 produits dans son application mobile Intermarché. Donc encore un distributeur qui rejoint l'aventure. Le site Marmiton, comme je le disais, donc Marmiton, c'est 70 000 recettes, c'est énorme. Donc il y a 70 000 recettes de plats dont l'éco-score est calculé sur le site de Marmiton. Et donc ça fait une formidable base de données également de produits alimentaires pour lesquels ces calculs sont réalisés. D'autres types d'acteurs qui travaillent avec alors là pour le coup c'est des plateformes qui travaillent avec les marques et les distributeurs. Donc là on a la plateforme Alchemix qui fournit des données sur les produits alimentaires, donc qui sert de pont entre les marques et les sites qui veulent afficher ces données ou qui ont d'autres utilisations. Et Alchemix a intégré les champs pour pouvoir renseigner les données de l'éco-score et permettre le calcul de l'éco-score. Donc là, vous voyez l'exemple sur une pâte à tartiner Michel Augustin. En fait, c'est pas que le score s'est amélioré. Enfin, le score s'est amélioré parce que les données ont été complétées. Donc, grâce à Alchemix. Et donc, pour finir, quelques chiffres clés. Donc, entre les applications de consommateurs, il y a à peu près 350 000 produits scorés. Carrefour, Intermarché, j'en ai parlé. Colruyt et Marmiton, et enfin Elior, aujourd'hui c'est 30 000 plats qui sont scorés. Donc on est vraiment sur quelque chose d'opérationnel qui fonctionne, et aujourd'hui cet affichage est disponible pour tous les consommateurs qui utilisent ces outils ou qui vont sur ces sites. Pour terminer, parce que j'imagine que vous aurez beaucoup de questions, pour synthétiser un peu pourquoi l'éco-score et en quoi est-ce que l'éco-score apporte quelque chose de positif. Donc tout d'abord, l'éco-score est basé sur un consensus scientifique international, donc la méthode de l'analyse de cycle de vie, et européen au travers des méthodologies PEF, pour ceux qui connaissent. Donc ça veut dire que l'éco-score est quelque chose de compatible avec demain un affichage environnemental qui pourrait se développer à l'international. Donc ça c'est très important, il me semble, pour ne pas rester uniquement sur une approche franco-française. Néanmoins, l'éco-score corrige également les biais ou les manques de l'ACV sur tout ce qui concerne la biodiversité, les pesticides, les emballages, les espèces menacées, etc., comme je vous l'ai indiqué au début. Ensuite, très important, la méthodologie est transparente et ouverte. Donc tout le monde peut la tester une fois de plus. Je me répète là-dessus, mais je pense que c'est la seule méthode aujourd'hui existante sur laquelle vous avez accès à toute la manière dont elle est calculée, évaluée, etc. Donc voilà. Et puis l'autre point très important, c'est une approche opérationnelle. On n'est pas dans quelque chose et c'est ce qui manquait à l'affichage environnemental jusqu'à maintenant, on restait sur des choses très scientifiques, très complexes, l'ACV notamment, quand on veut utiliser des données primaires, quelque chose de très complexe à mettre en place et très coûteux. Et en fait, on a réussi à résoudre un peu ces problèmes et à apporter quelque chose de très pragmatique et d'opérationnel qui puisse être réalisé à grande échelle, dont le coût d'implémentation est très faible. Et donc, c'est pour ça que vous avez des centaines de milliers de produits aujourd'hui dont l'éco-score a pu être évalué et en même temps dont on peut calculer et vérifier la validité, même si on est de l'extérieur. Donc aujourd'hui, c'est une approche qui est plébiscitée par un certain nombre d'acteurs en France, mais aussi en dehors. Et puis enfin, l'éco-score, comme je le disais au début, répond à des enjeux importants.
il faudrait aller plus loin pour vous montrer plein d'exemples, mais en fait, l'éco-score valorise les produits à plus forte valeur ajoutée environnementale et donc donne des signaux très forts pour une alimentation durable. Et pour résumer ces signaux, l'éco-score va valoriser plus les produits végétaux. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a une nécessité absolue d'aller vers une alimentation avec moins de produits carnés, moins de produits animaux, de meilleure qualité évidemment, mais moins. Il faut qu'on mange plus de produits végétaux. Et en même temps, on doit manger plus de produits qui sont réalisés par une agriculture ou un élevage de qualité qui préserve l'environnement. Donc l'éco-score va valoriser les produits bio et les produits qui sont produits de manière responsable. Il va valoriser également les produits, alors locaux, en réalité c'est nationaux, mais pour privilégier également des productions nationales, et ce qui correspond également à une attente forte de la société. Et puis moins d'emballage, autre également enjeu très important, notamment sur les emballages plastiques, les emballages jetables. C'est qu'on est aujourd'hui dans une société qui crée des déchets par millions de tonnes, et donc il est vraiment très important d'aller vers moins d'emballages et puis des emballages plus respectueux de l'environnement. Donc voilà un peu les grandes idées de ce que permet l'éco-score et de ses atouts. Voilà, et comme je vous le disais, vous pouvez aller voir la méthodologie en détail sur le site internet. Voilà, j'en ai fini pour cette courte présentation et donc je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Olivier, c'est pour poser une question ou tu voulais intervenir Non, ça sera les questions, mais je laisse volontiers les personnes qui, autour de la qui d'abord s'exprimer sur les questions. Ok, ça marche. Je vais reprendre les questions déjà qui sont apparues dans le chat. Il y avait une question sur la date d'obligation de l'affichage, mais j'ai vu, Olivier, que tu avais répondu en disant que le principe d'un affichage obligatoire est normalement à l'issue sera mis en place à l'issue d'une période d'expérimentation, au plus tard d'ici 5 ans. Donc, mais a priori, d'après ce qu'on a entendu sur le secteur alimentaire, voilà, le 5 ans est pour tous les produits. Pour les produits alimentaires, on a quand même un focus. Je crois que le textile aussi est ciblé dans la loi. Donc on voit bien que l'expérimentation, là, les choses peuvent aller très vite. Mais tant que toutes les méthodologies sont pas actées et sorties avec les textes d'application, on est encore dans cette phase expérimentale. Quelles sont les conditions pour pouvoir utiliser l'éco-score et y aura-t-il un coût pour les utilisateurs? Je pense que vous y avez répondu. Ouais, tout à fait. Alors, donc Paul nous dit: je ne suis pas sûr de comprendre sur quoi sont basés les bonus environnementaux du bio. Oui, alors c'est pas quelque chose dont je suis rentré dans le détail. En fait, on l'explique plus dans la méthodologie, mais une des sources sur lesquelles on s'est basé est une étude réalisée par l'ITAB, dont la source est sur le site, il est difficile de quantifier en fait les bénéfices environnementaux du bio de manière quantifiée, mais on sait qu'ils sont là, et cette étude a montré que sur tout un ensemble de paramètres, l'agriculture biologique va apporter un bénéfice environnemental par rapport à une agriculture conventionnelle. Donc on s'est basé sur ces données-là. L'état de l'art de la science là-dessus, pour l'instant, est encore en cours, donc il est très difficile de chiffrer ça. Donc en fait, au final, c'est une décision quelque part politique qui doit être menée sur comment et à combien on valorise le bio. Nous, on a fait le choix de dire aujourd'hui un produit bio doit au moins avoir une note supérieure à un produit conventionnel, et donc on a évalué les bonus en fonction de ce critère-là. Mais effectivement, pour l'instant, il n'existe pas dans l'état de l'art de la science une manière de quantifier autrement ces bénéfices environnementaux.
Je me permets spontanément de réagir et je pense que la plupart de mes collègues présents autour de la table vont partager. Vous avez au moins l'honnêteté d'admettre que c'est une décision politique, hein, parce qu'effectivement, une étude qui est faite par l'ITAB, ça pose quand même beaucoup de questions en termes de fiabilité et d'orientation de l'étude. Je me doutais bien que l'ITAB n'allait pas sortir une étude et l'utiliser pour un tel sujet si elle montrait que le bio était plus polluant que le conventionnel. Donc j'avoue qu'attribuer un bonus spécifique au bio, sans preuve scientifique de son impact et juste pour des raisons politiques, c'est quand même très interrogeant sur l'intérêt et la pertinence scientifique d'un tel outil. Autant l'ACV est indiscutable et a ce mérite-là, le fait d'attribuer des bonus sur la base du bio parce qu'on sait que c'est mieux, je suis désolé, mais moi, étant scientifique, ce genre d'argument, ça passe pas du tout. On sait que il sert à justifier plein de choses. Vous avez une manière très particulière d'interpréter ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, c'est votre opinion. Je vous invite juste à lire le rapport du conseil scientifique sur l'expérimentation. Je comprends que vous puissiez douter de la parole de l'ITAB, mais bon, ça, c'est à la limite, je peux rien faire pour vous. Je vous invite à lire le rapport d'abord, mais surtout à suivre le rapport du conseil scientifique sur l'expérimentation environnementale. Et en fait, ils aboutissent aux mêmes conclusions. Il y aura dans l'affichage environnemental officiel, gouvernemental, une valorisation des productions agroécologiques et notamment biologiques. La manière dont ça va être valorisé n'est pas encore déterminée, mais il est tout à fait acté que les bénéfices environnementaux de ces productions seront valorisés dans le futur affichage environnemental. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez mettre en doute un peu cette argumentation, mais je vous invite donc à lire ce qu'a écrit le conseil scientifique là-dessus. Je pourrais vous envoyer les détails si vous voulez. Je suis désolé, votre intervention n'était pas très agréable, donc je suis obligé de répondre sur le même ton. Donc voilà. Je vous rassure, j'entendais pas moi. Si je peux me permettre de rebondir sur cette question, vous faites référence du coup en termes de données du coup à la base de données Agribalise, et elle fait la distinction sur certains produits entre le mode de production bio et non bio. Il se trouve que sur certains produits justement, la note du coup donnée par Agribalise est on va dire moins bonne pour le bio que pour le non bio. Comment vous traitez ce genre de situation? Ben, là aussi, à l'encontre de l'idée de donner un bonus. Ouais, là aussi, je vous renvoie aux travaux qui sont menés par l'ADEME là-dessus. En fait, aujourd'hui, on a très peu d'évaluations qui permettent de généraliser une ACV pour le bio, en fait, tout simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, effectivement, quand vous rapportez au kilogramme produit, l'ACV va donner un bénéfice à l'agriculture conventionnelle, tout simplement pour des questions de rendement. Et donc, quand vous faites une évaluation par hectare, là, les choses changent. Mais effectivement, l'ACV étant basée sur un calcul au kilogramme, automatiquement, elle va bénéficier à toute production qui a un rendement élevé. Bon, ça, on sait que l'agriculture conventionnelle a globalement un des rendements plus élevés que le bio. Mais néanmoins, il y a très peu de produits bio dans Agribalise, et pas suffisamment en tout cas pour pouvoir utiliser ça comme base suffisante. Et une fois de plus, vraiment, je vous renvoie vers les conclusions de l'expérimentation de l'affichage environnemental qui, sur ce point particulier, a conclu sur le fait que l'ACV ne captait pas un certain nombre de bénéfices environnementaux de manière correcte, notamment pour la production biologique. Donc, vraiment, je vous invite à lire ce rapport. Et d'ailleurs, peut-être que ça aurait été intéressant pour vous d'inviter l'ADEME là-dessus et l'INRAE qui ont travaillé sur ces sujets. Je pense qu'ils pourraient encore mieux répondre à ces questions. Ok, merci. On a une autre question sur les contrôles avec un lien vers un site internet qui propose des œufs bio où ils sont notés en Ecoscore C. Pardon, j'ai pas compris la question. Alors, en fait, on a... les contrôles, c'est ça? Ouais, les contrôles, oui, c'est ça, exactement. Alors, écoutez, je vois là, c'est cocotte.com, c'est ça? C'est ça.
Bah, écoutez, alors là, pour le coup, vous êtes allé chercher quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Donc ça, c'est un site qui n'est pas passé par l'EcoScore. Donc je ne sais pas répondre à cette question comme ça en direct. Il faudrait que je regarde ce que c'est. Mais en tout cas, ce site n'est pas du tout affilié à l'EcoScore. On va vérifier si c'est. Est-ce que c'est bien le logo de l'EcoScore qui est dessus? Oui, quand on clique. C'est moi qui ai envoyé la question. On voit bien C, comme vous avez évoqué que c'était B, j'ai tapé en même temps que vous parliez. Et Ouais. quand on clique sur le logo, qui ressemble plutôt à un Nutri-Score, il y a bien écrit EcoScore. D'accord. EcoScore avec un numéro, une note C qui est moins disante que ce qui est évoqué. C'est pour ça que je me suis permis de faire une question à ce sujet. Alors vous avez raison, alors je viens de regarder, oui, ça n'a rien à voir avec nous et c'est pas l'EcoScore, c'est pas notre EcoScore, donc ça c'est quelque chose, je ne connaissais pas ce site, mais c'est pas du tout notre EcoScore en tout cas. Bon. Ça se présente de la même manière en tous les cas. Oui, alors vous verrez hein, l'affichage de A à E qui ressemble au Nutri-Score, il y en a malheureusement à foison, enfin c'est quelque chose que beaucoup de sites ont pu reprendre, mais c'est pas le nôtre en tout cas. Donc ce n'est pas protégé à ce jour. Alors le logo de l'EcoScore est protégé. On n'a pas le droit d'utiliser le logo de l'EcoScore et la marque de l'EcoScore est protégée également normalement. Donc ce site, à mon avis, aura des problèmes à un moment donné. Je pense qu'il est passé sous les radars. Merci de l'information en tout cas. Ce n'était pas mon objectif de remonter une malversation, désolé. Pas de souci. Si demain le ministère retient un autre système d'affichage, que deviendra votre EcoScore? Alors écoutez, on verra. Pour l'instant, on attend de voir comment va évoluer l'EcoScore officiel, mais évidemment, on se conformera à l'affichage officiel. Et donc l'EcoScore, en tout cas en France, s'adaptera à l'affichage officiel et sera conforme à la méthodologie qui sera adoptée. Ok, merci. François, tu voulais poser une question? Oui, j'ai plusieurs remarques. Bon, déjà, j'étais à peu près du même avis que Paul Faburel sur la remarque sur le bio. En fait, je pense que ce qui nous a fait tiquer, c'est le fait de subjectiver un score qui paraît objectif, en fait, en donnant un bonus sur des choses où l'état de l'art n'est pas encore tout à fait fini. Ça paraît donner un peu une orientation. Moi, personnellement, ça me gêne parce que, bon, on pourrait penser, enfin, si c'est subjectivé, mais que c'est pas explicité, on peut penser qu'il y a, bon, il n'est pas complètement, je dirais pas franc, mais pour moi, il y a un petit chose qui est gênant, quelque chose qui est gênant. Je me pose la question aussi sur le local. Est-ce que c'est un peu la même réflexion sur le local? Est-ce qu'il y a des, puisque bon, on sait l'intérêt environnemental. Je veux pas viser un produit en particulier, hein, mais c'est vraiment un exemple d'une pomme de contre-saison qui vient du Chili ou d'une pomme qui a passé un bout de temps au frigo. C'est questionnable. Sur le principe des origines, je vais être aussi un petit peu pareil, c'est qu'on donne des malus sur des origines qui ont par exemple, j'imagine que c'est par exemple au niveau des règlements pesticides qui sont peut-être moins bien disantes que la France, et ça il existe, mais c'est pas parce que les produits viennent de ces origines que les producteurs ont utilisé ces pesticides, parce qu'ils doivent aussi respecter les LMR au niveau européen, donc des fois ça arrive souvent qu'ils s'abstiennent d'utiliser des pesticides qui sont autorisés chez eux. Et sur le transport, il y a aussi un petit peu la même question sur le fait que ça soit doublement pris en compte à la fois, parce qu'il y a quand même une dimension transport qui est bien prise en compte au niveau de l'ACV d'Agribalise pour les fruits exotiques qui ne sont pas produits en France. Et donc, il y a aussi cette question dans le fait que l'origine soit doublement prise en compte. Et en fait, plus généralement, je pense que cet EcoScore, il est très intéressant pour les produits transformés, mais sur les fruits et légumes, il est peut-être moins
faisable parce qu'il va être en fait beaucoup plus, si on peut dire, les petites aspérités de différence de filière au niveau des fruits et légumes, elles vont beaucoup plus apparaître, alors que sur des produits transformés, peut-être qu'elles vont être un peu plus diluées, justement dans le fait qu'il y a plusieurs ingrédients. Et un dernier petit point aussi sur l'emballage, comment l'afficher, le Nutri-Score, sachant qu'on a de moins en moins d'emballage de façon contrainte ou volontaire. C'était bon, j'ai un peu de coquille. Bon, je vais essayer de résumer pour essayer de vous répondre. Alors, merci pour toutes ces remarques qui sont toutes tout à fait pertinentes et on est conscient en fait de ces questions-là. Pour vous répondre, en fait, si on prend chaque sujet en soi, il y a toujours des choses, on va dire, qu'on aurait pu faire différemment ou améliorer. Mais quand on a développé la méthodologie de l'EcoScore, on a essayé de faire un ensemble cohérent. Et donc, en fait, on a été obligé de faire quelque part une approche qui réponde en même temps à plusieurs enjeux. Je m'explique. L'enjeu de faisabilité était pour nous primordial. Il fallait donc absolument que ce ne soit pas une usine à gaz comme l'est l'ACV. Vous le savez, faire une ACV, c'est sur un produit, ça peut coûter 20 000 euros, 30 000 euros. Et en plus, on est sur une production très spécifique d'un lieu, d'une exploitation. Et dans une autre exploitation, vous allez avoir des données complètement différentes. Donc, il fallait qu'on sorte de ce problème-là. Et donc, le choix était de dire, on va s'appuyer quand même sur les ACV qui permettent, l'ACV, elle ne permet pas de différencier deux pommes. Sinon, il faudrait faire deux ACV. Par contre, l'ACV permet de différencier, de manière générale, une pomme, des céréales, un steak et une pizza, pour faire simple. Et donc, elle permet de différencier des grandes catégories de produits et de dire leurs impacts relatifs entre elles. Donc, on utilise l'ACV pour ça. Mais pour cela, on est obligé d'utiliser des valeurs moyennes, génériques. Donc, c'est exactement ce que fait Agribalise. Et donc, on va repartir d'Agribalise. Sauf que, effectivement, dès lors qu'on fait ça, on arrive à différencier effectivement un steak et une pomme. Par contre, dès qu'on veut comparer deux steaks ou deux pizzas ou deux pommes, il nous faut des éléments différenciants. Et c'est là qu'intervient le système du bonus-malus. Donc, le système de bonus-malus ne vient pas quelque part vraiment, il est d'une autre nature en fait que l'ACV. C'est vraiment deux aspects. L'ACV d'une part a sa robustesse scientifique, mais aussi ses faiblesses, parce qu'il manque des choses quand même dans l'ACV pour valoriser un certain nombre de bénéfices environnementaux. On sait que la biodiversité est mal valorisée dans les ACV. Et donc le système de bonus-malus vient d'une certaine manière apporter des réponses supplémentaires qui ne sont pas de même nature. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mélanger. Et donc on ne dit pas que les bonus-malus sont des ACV, pas du tout. Et on reconnaît volontiers qu'aujourd'hui, on n'a pas de meilleure manière de faire. Vous le verrez peut-être tout à l'heure avec le Planet Score, s'il y a d'autres méthodologies. Le conseil scientifique également, qui a planché sur ces sujets, dit qu'aujourd'hui, pour faire un affichage à grande échelle, il faut utiliser des valeurs génériques, mais qui peuvent être un peu remaniées. Et donc, c'est comme ça. Nous, on a choisi le système du bonus-malus, mais il pourrait y avoir d'autres systèmes. Pour répondre à vos remarques sur les emballages et les transports, sur la partie transport, en fait, le bonus-malus, effectivement, ne vient pas double compter, puisque, en fait, votre pomme, au départ, son ACV, c'est la même, qu'elle vienne du Chili ou qu'elle vienne de France, elle a la même valeur ACV au départ. Donc, le bonus transport vient juste différencier les deux entre elles. Donc, ça crée quelque chose de relatif entre les deux, mais ne vient pas corriger l'ACV, c'est pas ça l'idée. Et sur l'emballage, c'est pareil dans Agribalise, c'est un emballage générique qui est utilisé. Et donc, pour différencier deux emballages qui sont différents, c'est le système pour le coup, pour les emballages, c'est des malus qui vient jouer. L'idée est vraiment d'apporter quelque chose qui permette de donner des signaux par rapport aux enjeux, par rapport aux attentes de la société, par rapport aux besoins d'évolution de notre alimentation. Et c'est ce que je disais en conclusion. En fait, globalement, ce système
Et l'équilibre qu'on a trouvé nous, mais peut-être qu'il peut être amélioré, bien sûr, et on espère qu'il sera amélioré, mais l'équilibre qu'on a trouvé permet de donner ces grands signaux qui sont une valorisation plus grande du végétal, une valorisation plus grande des productions agroécologiques. J'entends bien les discussions là-dessus, mais une fois de plus, ça a été validé par le comité scientifique, le conseil scientifique, qui a validé le fait qu'il fallait valoriser un certain nombre de choses de ces productions agroécologiques, que ce soit sur la biodiversité, sur les pesticides, etc. Mais on verra quelle méthode ils utiliseront. Moi, je serai très preneur de s'ils ont de meilleures idées. On sera très content de les suivre. Et enfin, pour votre remarque sur les fruits et légumes, vous avez raison. Ce système marche beaucoup mieux avec les produits avec plusieurs ingrédients, donc que ce soit transformés ou les plats. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'éco-score n'est pas affiché sur les fruits et légumes. Je ne sais pas si vous l'aviez noté, mais on n'affiche pas l'éco-score sur les fruits et légumes bruts. Et donc, c'est parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé la meilleure manière de faire une différenciation entre les fruits et légumes. Aujourd'hui, l'ACV va mettre la plupart des fruits et légumes dans le meilleur des paniers, puisqu'ils ont l'impact environnemental le plus faible. Et donc, il faudrait qu'on trouve des choses pour les différencier. Pour l'instant, le système n'est pas encore prêt à ça. Donc, on a choisi de ne pas le faire, tout comme des produits comme les sodas ou les eaux minérales, pour l'instant, ne sont pas scorés avec l'éco-score, un peu pour des raisons similaires. On a préféré pas le faire plutôt que de faire des choses un peu bancales. Voilà j'espère avoir répondu à l'ensemble de votre intervention. Juste, la question sur l'emballage, c'était surtout comment l'afficher si on est en vrac. Ah oui. Oui, tout à fait. Là, il y a plein de manières de faire. Aujourd'hui, l'éco-score n'est pas destiné à être affiché uniquement sur le packaging. Ça peut être sur des étiquettes face aux produits. Ça peut être en ligne, ça peut être sur des applications. Enfin, il y a plein de manières différentes de l'afficher, mais ça vaut pour tous les affichages. Hein. En vrai, pour le coup, vous avez besoin d'afficher un certain nombre d'informations sur les produits. L'éco-score est un de plus, mais voilà, c'est le même problème pour les autres, que ce soit les labels, le prix ou le Nutri-Score, typiquement, c'est le même problème. Donc, bon. Ok, merci. Olivier? Oui, merci. Merci pour votre présentation déjà. Et effectivement, qui amène beaucoup de questions, c'est normal parce que, comme vous dites, on a une première question, nous, par rapport aux produits qu'on représente, les fruits et légumes frais, vendus à 65% en vrac, comme le disait François Viguier juste avant. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on est concerné, sous quelle manière, etc. Donc, c'est une question de base. On a eu l'occasion de l'exprimer dans le cadre du groupe format d'affichage, notamment sur la restitution de cette information en absence d'emballage. Donc voilà, c'est une première question. C'est vrai qu'on est rarement ciblé. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, les exemples sont souvent d'autres produits que nous. Et en même temps, la loi n'exclut pas les fruits et légumes frais. Donc, on doit effectivement se préparer à cette échéance et savoir comment le retranscrire. Alors, j'ai plusieurs questions. D'abord, effectivement, vous l'avez dit justement, si on se base uniquement sur ACV Agribalise, on a regardé un petit peu, globalement, effectivement, on partage le constat que les fruits et légumes frais vendus à l'état brut sont globalement positionnés plutôt vers le A que vers le E. Donc après, en quoi les bonus-malus de la méthodologie EcoScore, si elle venait à s'appliquer fruits et légumes, permettrait parce que de changer. Est-ce que c'est au sein du gradient A qu'on pourrait affiner entre des A+, A++, A-, ou est-ce que ça passerait à d'autres? Vous avez cité quand même des exemples, les E, où on passait de A à C, donc là on change complètement de catégorie, donc ce qui ne serait pas forcément positif pour les fruits et légumes. Et après, pour en revenir à vos bonus, deux questions. Alors effectivement, vous avez parlé d'un bonus bio, je ne reviens pas dessus, je pense qu'on s'est largement exprimé, et agroécologique. Alors est-ce que vous avez, comment vous prenez en compte des démarches type HVE, qui sont assez présentes dans les fruits et légumes frais aussi? Est-ce qu'il y a des bonus là-dessus, des démarches HVE directement ou des démarches qui sont reconnues dans le cadre de la certification environnementale? Parce que dans les fruits et légumes frais, effectivement, c'est un volume non négligeable. On est une des premières filières derrière le vin impliqué. Et la bio à plus de 10% aussi, donc c'est pas négligeable non plus. Et sur les emballages, donc François Viguier l'a abordé, nous c'est vrai qu'on a une réglementation qui
Alors c'est une question un peu différente, mais qui rejoint la précédente, c'est qu'on a une réglementation qui nous interdit à très court terme les emballages plastiques, mais qui n'intègre pas les caractéristiques l'aspect recyclable. Je m'exprime dans la loi AGEC, on demande à partir de janvier 2022 et jusqu'à 2026 de supprimer les emballages plastiques des fruits et légumes, de trouver des solutions alternatives, mais le caractère recyclable n'est pas, et d'ailleurs on l'a souvent regretté, n'est pas pris en compte. Donc effectivement, on peut arriver avec un emballage alternatif non plastique, mais pas forcément recyclable. Donc comment ça s'intègre aussi dans vos méthodologies? Alors, il y a pas mal de choses. Sur les fruits et légumes, vous avez raison. En fait, effectivement, on a fait la simulation et on avait tout en A. Et donc, en fait, les bonus ne servaient à rien puisque, effectivement, pour l'instant, en tout cas, on restait en A. Donc, on n'arrivait pas à différencier. Comme je vous dis, on avait la même chose avec les boissons. Et sur les boissons, en fait, on a résolu le problème en créant une méthodologie différente. En fait, du coup, les boissons, on les traite différemment des aliments solides. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre échelle. Et donc, en fait, on arrive à remettre les boissons sur une échelle. Il n'y a pas de boissons en E, mais voilà, peut-être de A à D. Et du coup, on arrive à les différencier entre eux. Mais ils ont, un peu comme le Nutri-Score d'ailleurs, hein, qui a une méthodologie différente sur les boissons et les aliments. On les traite différemment. Sur les fruits et légumes, pour l'instant, on n'a pas de solution. On n'a pas trouvé, en tout cas, de solution satisfaisante. Et donc, on verra comment le gouvernement va résoudre ce sujet. Et à la limite, on se basera là-dessus, hein, tout simplement. Je préfère passer d'être entre A+, et A++, qu'entre A et E. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais tout à fait. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'on voit bien que c'est pas de même nature. En fait, une boisson, c'est vraiment différent parce que c'est composé essentiellement d'eau et donc c'est vrai que c'est pas très comparable à des aliments solides par nature. Mais les fruits et légumes, oui, ici, ils sont à comparer avec les autres aliments. Donc, je pense que potentiellement votre idée peut être une idée. Hein. Il y a dans le conseil scientifique, ils ont proposé une note plus une note complémentaire. Donc, la note sur 100, notamment en plus de la lettre, ce qui permet de différencier un peu plus des produits qui vont avoir la même lettre. Bon, ça peut être une piste. Voilà. Sur les emballages, nous, aujourd'hui, on a ce sujet sur les autres produits. Donc, on ne note pas les fruits et légumes, mais sur les autres produits, on a défini toute une liste des emballages. Et donc, il y a des points différents selon chaque type d'emballage, sa recyclabilité, son taux de recyclage effectif, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que le plastique non recyclable est celui qui a le plus gros malus. Mais c'est cohérent aussi avec les politiques, les réglementations actuelles hein, qui visent à aller vers la dévalorisation du plastique non recyclable. Donc voilà, et en gros, un sachet en papier aura une meilleure note qu'un emballage plastique non recyclable. Et sur la liste des labels, alors effectivement, j'ai insisté sur le bio, mais en réalité, on a toute une liste d'autres labels qui obtiennent des bonus. Il y a les labels rouges. Alors, ça concerne plus les viandes, mais c'est les labels rouges. Mais il y a également le label HVE pour l'instant. Mais a priori, de ce que j'ai compris, il concerne très peu de produits pour l'instant. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait des éco-scores avec des labels HVE pour l'instant. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, je veux dire, j'en ai pas vu. Mais en tout cas, il y a un bonus pour le HVE. Et là aussi, on a fait une proposition sur un certain nombre de labels à valoriser, mais là-dessus, on ne veut pas décider nous. Donc, quelque part, on a choisi les labels entre guillemets officiels, ou en tout cas qui sont soutenus officiellement. Et là-dessus, je pense que le gouvernement statuera également sur quels sont les labels à valoriser ou pas. Et donc, on suivra ces recommandations. Voilà. D'ailleurs, il y a également les labels de commerce équitable sur certains produits qui sont valorisés. C'est sur les produits qui viennent de loin, notamment le café ou le chocolat, pour les pratiques environnementales
qui sont reliés à ces labels, par rapport à la déforestation notamment. Alors, HVE est bien un label officiel et c'est vrai que si Oui, peut-être tout que à vous fait. voyez moins parce que c'est numéro 1, secteur numéro 1 c'est le vin, donc qui n'est Oui. pas le score, et numéro 2 c'est sur les fruits et légumes frais, en cumulé, et après sera céréales, etc. Donc peut-être que c'est pas effectivement le champ de EcoScore en priorité. Non, mais de toute façon, Merci. il y est. Hein. Il est dans la liste des bonus. Il n'y a pas de, Ok, il y a pas de chance. J'avais On est en coupé train de mon micro. dépasser le temps, non? Oui, ouais, dernière intervention et ensuite on va devoir passer à la suite. Oui, merci. Si je peux me permettre, effectivement, Monsieur De Carnet l'a précisé, il y a plein de démarches collectives qui sont reconnues au niveau de la certification environnementale. C'est une reconnaissance officielle hein, de leur valeur et de leur contenu. Et j'avais une question du coup que j'avais posée sur la conversation suivant le point de vente. Donc Dominique Grasselli m'a répondu en me disant que le point de vente était pris en compte dans Agribalise. Est-ce que du coup le fait que ce soit vendu dans une très grande surface ou dans une proximité, ça peut changer la note? Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à l'impact de l'alimentation jusqu'au consommateur ou est-ce que c'est juste l'agriculture? Et si oui, comment on fait? Parce que c'est le producteur qui conditionne, il ne sait pas forcément si le client est une centrale d'achat ou va être distribué le produit. Alors ça, c'est une question Agribalise. Dans Agribalise, c'est l'ensemble du cycle de vie du produit qui est évalué, donc c'est jusqu'au magasin, effectivement. Et donc il y a la partie distribution qui est évaluée dans Agribalise. Par contre, comme pour le reste, c'est une donnée générique, c'est-à-dire que c'est voilà, un circuit de distribution moyen. Et donc ça ne fait aucune différence entre si vous vendez ça sur un marché, dans une épicerie ou dans un hyper. Et aujourd'hui, nous, on ne traite pas non plus l'EcoScore ne sait pas faire la différence là-dessus. Donc nous, on repart de la valeur générique Agribalise, qui reste une valeur moyenne. Et donc effectivement, il n'y a pas de différence. Mais là, je dirais, si on devait faire une différence, là, ça créerait vraiment des difficultés, parce que ça veut dire qu'il faudrait un affichage différent selon chaque point de vente. Et là, je ne sais pas si opérationnellement, ce serait faisable. Déjà, on a beaucoup de marques qui se posent la question des pays de vente, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des éco-scores différents selon qu'ils vendent en France, en Belgique ou en Allemagne. Et donc, c'est déjà une difficulté, surtout s'ils veulent apposer le logo sur le packaging, si c'est le même produit qui est vendu dans différents pays. Là, pour l'instant, l'éco-score est différent selon chaque pays, forcément. Et donc, c'est déjà une difficulté assez, non négligeable. Donc, sur le point de vente, non, il n'y a pas de prise en compte. Le dernier kilomètre, notamment retour au domicile, peut peser lourd dans l'empreinte environnementale de l'alimentation. Ouais, mais aujourd'hui, c'est pas pris en compte. Et puis en plus, on sait pas autrement que donner des données génériques. On sait pas opérationnellement, on sait pas le savoir quoi. Enfin, on sait pas comment les gens vont venir chercher tel ou tel produit. Merci de votre réponse. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que Sabine Bonneau est là? Je crois que je l'ai vu. Je suis en ligne. Bonjour Oui. Alice. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, pareil, je crois que c'est toi qui tu me disais que c'était toi qui allais diffuser la présentation, donc je te laisse partager ton écran. D'accord, parfait. Donc, je partage l'écran. J'ai des soucis de qualité de connexion, donc voilà, à moins que je n'ai un signal comme quoi c'est meilleur, je mettrai la caméra, mais sinon je ne vais pas mettre en danger d'intervention pour ça. Donc, dites-moi si vous voyez bien l'écran. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien également? Ok, ça marche. Donc, ça veut dire que le signal n'est pas si mauvais que ça. Merci Alice, merci à tous pour cette invitation. Ravie de vous retrouver autour de cet enjeu important. Pour présenter quand même l'Institut qui fait partie du consortium qui porte le Planet Score que je vais présenter aujourd'hui. En termes de contexte, donc l'ITAB existe depuis une quarantaine d'années. C'est un institut d'essence associative reconnu d'intérêt général qui est au service de la transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation. Ce qui veut dire qu'on travaille bien entendu pour améliorer, accompagner les techniques en bio, mais qu'on travaille aussi beaucoup sur la question du transfert pour contribuer aux pratiques agroécologiques sur le reste des pratiques.
C'est une structure qui est à la fois qualifiée par le ministère de l'Agriculture comme Institut technique agricole et comme Institut technique agroalimentaire. Et nous sommes sur la totalité des filières, donc aussi bien les fruits et légumes, la viticulture que les porcs, les volailles ou les ruminants. Ce qui fait qu'on n'a pas d'enjeu filière dans ce dossier, je préfère le dire très clairement. On a vraiment le souci de poser sur la table un outil au service de l'intérêt général et qui permette de créer du discernement sur ces enjeux d'impacts environnementaux. Donc on essaye systématiquement dans nos travaux et compte tenu de la nature de l'Institut de faire le lien globalement du bouclage des cycles entre le végétal et l'animal notamment, et puis le continuum de l'amont à l'aval sur les thématiques de durabilité. Dernière chose, l'Institut est mandaté assez régulièrement sur des questions d'évaluation environnementale, donc la question des externalités de l'agriculture notamment, par les pouvoirs publics. Nous venons d'ailleurs d'avoir une nouvelle commande du ministère de la Transition écologique sur un dossier qui va durer 2 ans sur l'évaluation comparative des aménités d'agriculture, de différentes formes d'agriculture, dont l'agriculture biologique. Voilà, donc c'est des exercices dont on est assez coutumier. Quand nous faisons ce type d'exercice pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, nous faisons de la méta-analyse de publications scientifiques internationales. Et donc, le rapport auquel faisait référence Shafik Hassal est un rapport basé sur de la bibliographie internationale exclusivement et pas des productions de l'Institut. Également, pour revenir sur un point qui a été mentionné tout à l'heure, et puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet, les ACV ne sont pas forcément, vous le verrez, un outil idéal. Et notamment, c'est consensuel avec des structures comme l'INRA, qui a publié en 2020 là-dessus des éléments très clairs, disant notamment textuellement que l'utilisation de l'analyse de cycle de vie telle qu'elle existe aujourd'hui pour comparer des systèmes, et notamment des systèmes entre eux et des systèmes agroécologiques, a mené à des conclusions erronées. Donc, on verra ça tout à l'heure en détail, mais pour vous présenter très rapidement le Planet Score, donc sur sa construction, simplement graphiquement, à quoi il ressemble. Donc, c'est une étiquette sur laquelle on a à la fois une note agrégée, qui est la note qui est en haut, qui va de A à E, donc très intuitive, et également en dessous les 3 sous-enjeux clés qui rentrent en compte dans le calcul de la note, qui sont pesticides, biodiversité et climat. Je reviendrai là-dessus dans les études consommateurs qu'on a pu conduire pour expliquer à la fois en termes méthodologiques, mais également réception et pédagogie, pourquoi on est arrivé à ces 3 indicateurs. Et puis avec une mention supplémentaire pour les produits issus de l'élevage ou les produits contenant des produits issus de l'élevage, soit qu'ils soient dans la dénomination commerciale, soit qu'ils représentent plus de 15% de la recette, qui est donc un niveau très simple en 3 points, vert, orange, rouge, qui est basé sur un travail fait notamment avec le CIWF et base bibliographie scientifique, bien sûr. Donc ça, c'est la charte graphique qui est en train d'être finalisée puisque beaucoup de structures nous la demandent. Donc on va la sortir puisqu'on nous demande déjà comment ça va se passer pour le on-pack et on est en train de traduire les étiquettes pour le passage à l'international, donc notamment en allemand et en anglais. Donc bien sûr, la marque est protégée et les conditions d'usage sont protégées. L'approche qui a été adoptée pour le Planet Score, donc c'est bien sûr un travail collaboratif, même si aujourd'hui c'est moi qui vous le présente, c'est vraiment un travail qui a été collectif, avec à la fois un volet méthodologique qui a permis d'abord de poser les carences de l'ACV pour pouvoir faire des propositions d'amélioration et de complément, ainsi qu'une méthode évidemment d'agrégation et de calcul de score. Et puis un volet consommateur qui a été demandé également dans le cadre de l'expérimentation, où on a travaillé à la fois en sciences comportementales et notamment avec BVA qui a conçu le Nutri-Score pour l'État, et ensuite avec des études qualitatives en magasin, donc dans des surfaces fort différentes, puisqu'on a eu la chance d'être accueillis dans des surfaces de Lidl et de Biocoop, en zone urbaine, périurbaine et rurale, pour aller mener 8 journées. Alors, ce sont des enquêtrices expérimentées qui ont mené les enquêtes, mais 8 journées en magasin sur différents types de rayons et avec différents types d'étiquettes agrégées ou composites. Donc, nous avons déposé en juillet la preuve de concept. Beaucoup d'évolutions ont eu lieu depuis, puisqu'on est une dizaine de personnes à n'avoir aucune vacance depuis 12 mois. Et le lancement du déploiement test est en cours. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà un petit screenshot de l'équipe. Donc, sachant que vous avez donc, dans cette équipe à la fois l'Institut DAB, Sayari, qui est un des 3 bureaux d'études qui a conçu Agribalise pour l'État, donc qui a livré Agribalise 3.0 à l'automne 2020, et Hélène Lepetit, qui dirige depuis 20 ans des instituts de sciences comportementales et études marketing. Parmi les gens que vous voyez ici, vous avez notamment Céline Gentil dans nos équipes, qui est une experte ACV, qui a fait donc sa thèse sur les enjeux de toxicité, écotoxicité en ACV, et qui est attachée à un groupe de travail de la Commission européenne sur le PEF. Et également Anne-Claire Azin, qui participe également à un autre groupe de travail, donc ACV Biodiversité, donc elle est experte depuis une dizaine d'années sur ACV et Biodiv,
Donc, groupe de travail auprès de la Commission européenne ACV Biodiv, et elle est également attachée à une expertise de l'ONU sur l'ACV et la biodiversité. On s'est entouré également de scientifiques supplémentaires en appui sur les domaines d'expertise spécifiques sur lesquels on avait besoin de renfort, donc notamment sur la façon d'approcher la question de la quantification de la biodiversité, ce qui est un enjeu extrêmement complexe, vous vous en doutez. Donc là, on a travaillé notamment avec Christian Boxtaller de l'INRA sur le logiciel Contra pour approcher en quali-quanti les externalités, puisque là, il s'agit quand même de produire des chiffres, si on veut faire des scores. On s'est appuyé également sur l'INSERM, des équipes de l'INSERM sur les enjeux toxicité, sur des équipes de l'IDRIS sur la compréhension des enjeux méthane, PRG méthane, sur l'équipe d'Oxford également, sur l'équipe du DTU également, Peter Funke, sur les enjeux métaux lourds. Voilà, donc une équipe scientifique qui a été vraiment très large, on va dire, et puis également des parties prenantes de la société civile, avec qui, dès le départ, on a souhaité avoir des réunions très régulières. Alors, pas pour construire la méthode, bien sûr, à la base scientifique reste l'affaire des scientifiques, mais par contre, pour être vraiment en phase avec les attentes d'information et avec les enjeux, la perception des enjeux d'évolution et de durabilité environnementale telles qu'elles sont perçues par ces structures, et des structures qui sont souvent excessivement compétentes scientifiquement d'ailleurs dans leur domaine d'expertise environnementale. Et également des structures, vous en voyez une ici, c'est WF, qui sont sur les enjeux d'évaluation du bien-être animal. On a également été approché, donc on a fait absolument aucune démarche de notre propre fait par beaucoup d'acteurs économiques depuis 1 an, qui sont engagés dans des démarches de progrès, qui voient venir l'affichage environnemental et qui souhaitaient voir dans quelle mesure, donc on est maintenant au plus près de la réalité avec le déploiement test, mais dans quelle mesure l'affichage environnemental pouvait donner à voir certaines de ces démarches vertueuses. C'est ça qui nous a ouvert d'ailleurs la porte de magasin. Et puis donc c'est à la fois des enseignes, des entreprises de transformation agroalimentaire et des groupements de producteurs. Voilà, donc il n'y a pas d'entreprise qui soit évidemment dans la construction du Planet Score. Par contre, là, nous sommes vraiment avec les entreprises pour de la collecte de données et du scoring. Voilà un petit panorama. Alors ça, c'était le panorama il y a 4 semaines. Des acteurs qui, pour certains d'entre eux d'ailleurs, comme Lidl ou Auchan ou carrément, ou Monoprix et Franprix, fait des communiqués de presse officiels en faveur du Planet Score. Donc voilà un screenshot des entreprises qui avaient il y a un mois dit qu'elles allaient scorer. Aujourd'hui, on n'est plus à 35, mais il y a presque une 60aine d'entreprises, dont beaucoup plus d'entreprises généralistes qui ont rejoint la démarche. Donc il y aura probablement des éléments d'information là-dessus dans les semaines à venir pour faire un petit bilan de qui est engagé dans les scores et pour celles qui le souhaitent, à quoi ressemblent les scores. Pour reprendre un peu de perspective sur cet enjeu de l'affichage environnemental, le point c'est bien, et c'est ce que dit explicitement l'État, de faire évoluer les pratiques des acteurs de l'agroalimentaire dans le sens de la transition écologique. Donc bien sûr en passant par le levier des actes d'achat des consommateurs, avec l'exemple du Nutri-Score qui est que en gros les produits AE sont censés augmenter, les produits D et AB augmentent et les produits D et E ont plutôt tendance à voir leur vente baisser. Donc ça provoque en fait des effets de reformulation ou d'éco-conception de la part des transformateurs, notamment des enseignes. Donc c'est bien clair qu'aujourd'hui on est sur la commande qui est le volet 1, c'est-à-dire l'information du consommateur, mais que pour nous ça reste absolument indissociable de quelque chose qui doit pouvoir mener à de l'éco-conception, c'est-à-dire un outil qui soit suffisamment fin pour permettre ça. Et avec donc des leviers concrets d'amélioration pour permettre des allégations sur le scoring. Deuxième point très important, c'est que quoi qu'il arrive et quelles que soient les filières, l'impact essentiel environnemental tel qu'il est référencé en tous les cas dans Agribalise, donc pour environ 85% en moyenne, et ça peut être plus fort sur certaines filières, est bien sur la partie at farm gate, c'est-à-dire avant même que ça ne sorte des fermes. Ce qui veut dire que le reste, alors ça ne veut pas dire que ça n'est pas important, mais le reste est très minoritaire dans l'évaluation des impacts, d'autant plus qu'il manque pas mal d'impacts à l'échelle de la production agricole encore aujourd'hui en ACV. Donc ça veut dire que cette partie-là serait encore sous-pondérée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc tout ce qui est transport, emballage, transformation, chaîne du froid, etc., ce sont des éléments minoritaires dans les évaluations. L'ADEME ne dit pas autre chose d'ailleurs, puisque en matière d'éco-conception, c'est bien l'étape de production agricole qui est prépondérante pour l'amélioration des systèmes alimentaires. Donc en fait, quand on parle d'affichage environnemental, on parle de ça, on parle de nos productions en France et ailleurs, on parle de nos territoires, on parle de nos modes d'élevage, on parle aussi de tout ce qui est déforestation
ou traitement phytosanitaire par exemple. Donc oui, l'affichage environnemental va challenger logiquement les systèmes de production, en production animale et en production végétale. C'est un outil qui devrait idéalement rendre visible les démarches de progrès. En tous les cas, c'est bien ce que veut faire le Planet Score et ce qu'il fait, et notamment sur les enjeux environnementaux globaux. Et puis, il y a un enjeu de pédagogie et de crédibilité des filières et des entreprises, puisqu'on est face à des attentes extrêmement fortes des consommateurs et des citoyens sur certains critères. J'y reviendrai tout à l'heure. On a deux enjeux essentiels, ça a été évoqué tout à l'heure, à la fois la végétalisation de l'alimentation, donc un enjeu de shift régime vers moins de produits, et notamment moins de protéines issues de l'élevage, et plus de produits végétaux. Et puis un deuxième enjeu, donc là je vous renvoie au rapport de l'IDRI qui est sorti fin octobre, un enjeu d'évolution des systèmes de production dans des démarches plus vertueuses ou moins impactantes, donc aussi bien en élevage qu'en production végétale. Et pour cela, la commande, c'était bien un socle transversal qui permettent de différencier à la fois en intercatégories, ce qui, comme l'a dit Shafik, est assez simple. Voilà, différencier un œuf d'une carotte ou d'un steak, c'est très très simple en ACV. C'est beaucoup plus compliqué en intracatégorie et c'est bien l'enjeu en fait de la majorité du travail. Sinon, on prend simplement Agribalise, on s'arrête là et ça suffit. Il n'y a pas besoin de se lancer dans des choses extraordinairement compliquées. Donc les indicateurs complémentaires qui ont été évoqués tout à l'heure et qui sont effectivement également mobilisés de manière forte dans le Planet Score sont les seuls outils qui permettent d'avoir des indications d'arbitrage intercatégorie. La question quand même qui se pose quand on dit, et c'est ce que dit l'État, qu'on veut orienter les actes d'achat via l'information consommateur, c'est on cherche à les orienter du coup vers quoi? Parce que dire plus végétal, c'est relativement facile et consensuel. Dire vers quel système de production, les échanges de tout à l'heure l'ont bien montré, c'est beaucoup moins consensuel. En tous les cas, les avis peuvent être assez divergents là-dessus. Donc, la question du cap a été posée très clairement après la publication du rapport de l'IDRI. Ce rapport est un rapport dont l'objectif était de révéler les visions qui sont sous-tendues implicitement, en général, par les méthodes de calcul. Donc, sur les deux rapports qui viennent d'être publiés, je vais revenir un petit peu là-dessus. On a un rapport du Conseil scientifique qui donne quelques grandes lignes à la fois sur le format d'affichage, où on a une convergence sur le fait que le format d'affichage le plus performant est bien le format analytique. Le format qui a été testé par l'INRA et l'ADEME est un format qui ressemblait beaucoup au Planet Score, où simplement pesticides étaient remplacés par exposition humaine. Mais malgré le manque de clarté de ce terme, c'est quand même celui qui a surperformé par rapport à tous les autres. Et également qui pose quelques, pour l'instant, grands principes méthodologiques sur lesquels à peu près tout le monde est d'accord pour l'instant, c'est-à-dire base ACV plus des indicateurs complémentaires, mais sans grand détail. Et donc, le bilan qui sera fait par l'ADEME sera probablement un bilan d'étape, d'après ce qui nous a été dit en comité des partenaires. Deuxième rapport donc, qui est donc sorti, c'est celui de l'IDRI, qui pose la question centrale des visions qui sont sous-tendues par les métriques, celle également de l'inadaptation de l'analyse de cycle de vie à certaines échelles et à certains sujets. On a quand même de grosses difficultés puisque ça fait partie des travaux que nous avons menés à l'Institut. Ça fait plus de 4 ans aujourd'hui que nous sommes dans la construction des inventaires d'Agribalise pour l'État avec l'ADEME et l'INRA. Ça fait plus d'1 an qu'on a produit un rapport pour montrer un certain nombre d'angles morts vraiment très problématiques en ACV. Et en fait, le rapport de l'IDRI leur donne une autre perspective là-dessus, mais qui est vraiment très intéressante, qui rejoint à peu près nos constats, qui est le problème de l'approche produit. En analyse de cycle de vie, vous aurez toujours intérêt à rajouter un nouveau cochon breton en Bretagne. Voilà, par exemple, parce qu'on est vraiment sur une approche efficience de la production et efficience en passant à côté de certains enjeux. Je vais y venir. Donc, notamment, on a une absence de spatialisation des impacts et également une absence de rebouclage des cycles à l'échelle globale. Donc, typiquement, sur un certain nombre d'enjeux de limites planétaires, les limites planétaires sont quand même un concept scientifique très consensuel, notamment les enjeux d'azote, de phosphore ou d'érosion de la diversité génétique. L'ACV passe complètement à côté du sujet et ne peut pas l'approcher, quelles que soient les améliorations de l'ACV. Donc, on a clairement des questions à instruire pour arbitrer des choix méthodologiques qui ne sont pas des questions qui peuvent être résolues uniquement par l'amélioration de l'analyse de cycle de vie. Ce rapport, par ailleurs, évalue la vision donc, qui est sous-tendue à la fois par l'analyse de cycle de vie, Agribalise, par l'EcoScore et par le Planet Score. Alors, pour vous brosser à grands traits, je vous incite vraiment à lire en détail pour ceux qui n'ont pas encore fait ce rapport, mais en clair, implicitement, même si ça n'est pas déclaré, l'analyse de cycle de vie et Agribalise oriente plutôt dans le sens de la poursuite de l'intensification qui est à l'œuvre depuis quelques décennies. L'EcoScore, avec évidemment des modulations, mais
globalement, est assez aligné avec ça. Et le Planet Score oriente vers un scénario qui a été décrit comme étant celui de la transition agroécologique. Raison pour laquelle, en fait, cette question du cap est au-delà de l'évaluation de ces 3 méthodes de calcul. La question du cap qui doit être posée par l'État avant de décider d'une méthode d'affichage environnemental a été la question centrale qui a été posée en comité des partenaires la dernière fois, c'est-à-dire d'abord, on fixe quel est le cap de la transition qui est voulu, c'est-à-dire on explicite la vision souhaitée, et idéalement qu'elle soit consensuelle avec la société civile, et ensuite, on fixe une boussole qui doit orienter les actes d'achat dans ce sens. Ah, j'ai l'écran qui est bloqué. Je ne sais pas si vous le voyez défiler de votre côté, mais moi non. Non, là on ne le voit pas. Ça marche. Donc en fait, ce que quand même montre ce rapport et qui est important, c'est que quelles que soient les métriques utilisées, il n'y a pas de science neutre. C'est une chimère. Voilà. Donc voilà, je vous laisserai les slides de manière à ce que vous puissiez lire certains de ces extraits. Mais globalement, il faut construire d'abord une vision de référence du système agroalimentaire. Ne pas se contenter de l'ACV, ça c'est absolument impératif parce que ça ne résonne pas sur la quantité globale produite. Or, pour information quand même, le premier levier d'amélioration environnementale, ce serait déjà de revenir à un niveau de consommation énergétique qui est cohérent avec les besoins aujourd'hui, notamment dans les pays développés. C'est ce que disent notamment pas mal de chercheurs de l'INRA sur ce sujet, ceux notamment qui sont sur les enjeux de nutrition. On est sur des dépassements, tout le monde le sait, quand même assez majeurs de consommation globale énergétique. Le premier levier, ce serait quand même déjà de s'attaquer à ça, donc de raisonner sur les quantités globales produites, on pourrait dire également quantité globale consommée. De mobiliser le cadre des limites planétaires, ce que nous avons fait dans le cadre du Planet Score, et ça nous semble un peu le minimum pour dire comment est-ce qu'on évalue des indicateurs complémentaires hors ACV. Et puis, être bien clair sur le fait que, quoi qu'il arrive, bien que basé sur des éléments scientifiques factuels, par exemple, comme l'a dit Shafik, pour graduer un certain nombre de labels sur une échelle, après, le montant total de l'échelle par rapport à l'ACV, ce sont forcément des arbitrages politiques. Et ça, quelles que soient les personnes, les structures ou même l'État qui proposeront des indicateurs, ils s'exposent de manière très logique à la critique, incluant donc les pouvoirs publics quand ils le feront, s'ils le font, parce que ce sont forcément des arbitrages qui prêtent à controverse. Donc, par ailleurs, le cadre qui est proposé par la Commission européenne pour l'ACV est pertinent, mais pourrait certainement être rediscuté. Encore un point là-dessus, l'ADEME elle-même dit l'ACV est une méthode vraiment intéressante, mais elle ne prétend pas couvrir toutes les dimensions et toute la complexité des systèmes alimentaires. Donc là, on est bien clair. Et d'autres instituts techniques ou d'autres scientifiques, incluant l'INRA, que je n'ai pas rajouté ici en 2020, ont publié pour dire attention, l'analyse de cycle de vie peut conduire clairement à des conclusions paradoxales en termes d'impact environnemental. Donc on est quand même assez loin de l'image quand on dit l'ACV retranscrit les impacts environnementaux. Par ailleurs, ça c'est également issu d'un travail des instituts techniques agroalimentaires. Cette méthode ACV, notamment à des fins de comparaison de produits alimentaires de catégories différentes ou d'information du consommateur, doit vraiment être mobilisée avec la plus grande prudence. Je vous rajoute également quelques verbatims de l'ADEME il y a un peu moins d'un an pour dire que bien sûr l'ACV ne couvre pas tous les enjeux environnementaux du secteur, qu'elle ne rend pas compte du bénéfice des pratiques culturales ou d'élevage extensif et qu'il n'est pas envisagé du tout d'utiliser l'ACV pour faire de l'information au grand public et en tous les cas qu'il sera nécessaire de l'associer à d'autres indicateurs. Au niveau européen, puisque nous sommes beaucoup sollicités ces dernières semaines sur ce niveau-là, les structures qui ont été mobilisées par la Commission européenne, notamment pendant 5 ans de phase pilote sur le PEF, qui est donc agribalise de la Commission, phase pilote qui s'est achevée en 2018, ont émis un rapport qui dit très clairement, LCA, donc l'ACV, a réellement des problèmes méthodologiques extrêmement sérieux et nous ne considérons pas que le PEF soit un outil de communication qui puisse être mobilisé ni pour la communication B2B, ni pour le B2C. Deuxième chose, et ça par contre c'est sorti il y a quelques jours seulement, le BEUC, qui est la Fédération européenne des unions de consommateurs, donc l'équivalent des UFC des autres pays, qui a produit donc ce rapport et nous ne les avons pas encore rencontrés, c'est bientôt prévu, mais donc ils ont fait ce rapport sans qu'on ait eu de contact, dit notamment que le PEF, donc cette méthode ACV, dans sa forme actuelle est vraiment inadaptée à l'évaluation environnementale des produits alimentaires et que les choix méthodologiques qui sont derrière la méthode favorisent implicitement certaines visions du système agroalimentaire et qu'en tant que tels, ils devront être ouvertement débattus.
Pour rentrer maintenant dans la méthodo, plus clairement, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas dire que l'ACV comptabilise correctement les impacts environnementaux, et à notre sens, en l'occurrence, le PEF ne peut absolument pas être mobilisé en l'état, c'est-à-dire tel qu'il sort d'Agribalise. Premier élément sur la biodiversité, c'est quand même un enjeu majeur en lien avec l'agriculture. On a des rapports, notamment de l'IPBES, donc qui est l'équivalent du GIEC de la biodiversité, qui font des corrélations très claires entre les enjeux d'effondrement de la biodive et l'espace agricole, les pratiques agricoles. Donc ça, c'est pas l'ITAB qui le dit, c'est vraiment un consortium international d'experts. Là-dessus, l'ACV était conçue au départ donc, pour, en gros, l'industrie, pas du tout agroalimentaire et pas du tout l'agriculture. Ça, ce sont des efforts relativement récents en développement. Et en clair, ça répertoriait essentiellement les impacts écotoxicité eau douce, c'est-à-dire comment une usine de boulons, de frigo ou de papier impacte la masse d'eau qui est à proximité par ses rejets. Donc en clair, il y a une évaluation de comment ça impacte les batraciens et les poissons. Mais par contre, tout ce qui est vraiment lié à l'espace sol, c'est-à-dire ce qui fait le socle et la base de l'agriculture, par exemple la pédofaune, les vers de terre, en l'occurrence, mais pas que, les insectes, et notamment les pollinisateurs, mais là aussi pas que, les oiseaux, les petits mammifères, etc. Tous ces enjeux-là ne sont tout simplement pas dans l'ACV. Donc sans indicateur complémentaire, vous passez à côté de l'enjeu le plus important de l'impact environnemental. Deuxième point un peu focal, qui est la question des pesticides. Au-delà des enjeux impact écosystème, il y a également, vous le verrez tout à l'heure dans la méthode du PEF et dans Agribalise, 2 indicateurs sur 16 qui s'appellent toxicité humaine, cancer et toxicité humaine non cancer. Ce sont bien des indicateurs environnementaux, puisqu'il s'agit de santé environnementale. Ce sont des indicateurs consensuels, pas dans ce qu'ils produisent aujourd'hui, mais en tous les cas dans la nécessité de leur inclusion. Et ils sont aujourd'hui très très sous-évalués et absolument pas à jour, on y reviendra. Troisième point, les métriques climat qui sont alignées avec l'état de la science. Donc l'ITAB a produit un rapport l'an dernier là-dessus, sur la base d'Agribalise qui venait d'être publié, en disant attention, pour l'instant, aussi bien Agribalise que le PEF sont basés sur le GIEC 2006. Le GIEC a quand même pas mal publié, notamment en 2019, des facteurs d'émission. Donc ça, c'est sur l'enjeu notamment protoxyde d'azote, qui sont fort différents. Le protoxyde d'azote est quand même, alors d'après pas mal de publications incluant de l'ADEME, mais également une toute récente des services d'analyse du Premier ministre français, donc France Stratégique, publié en septembre. Protoxyde d'azote, assez lié aux engrais de synthèse, et le premier gaz à effet de serre en France, très légèrement devant le méthane. Sur le méthane, on a également travaillé sur les enjeux PRG étoile. Là aussi, nous, on n'a vraiment aucun enjeu filière à défendre. Simplement, comme pour le reste, on a fait une revue de la bibliographie scientifique. On a interagi avec les équipes d'Oxford notamment qui ont publié sur ce sujet. Et également le rapport de l'IDRI qui fait état du fait qu'à l'échelle internationale, le GIEC ne favorise aucune méthode, ni le PRG 100 ni le PRG étoile, il y en a 2 sur la table, et qu'on doit choisir l'une ou l'autre en fonction des usages. Et il nous semble que compte tenu de l'usage qui est à date envisagé pour l'affichage environnemental, il est essentiel de tenir compte non seulement des pouvoirs réchauffants des gaz, ce qui est une base, mais également de leur durée de vie, et le méthane n'a pas la même durée de vie. Donc ça reste un gaz à effet de serre qui est très puissant, mais qui n'est pas à 30 fois comme dans le GIEC 2006, dans le PRG 100, mais plutôt à 8 fois. Donc je ne rentre pas là dans les détails, mais sachez qu'au global, ça ne change quasiment rien sur la note des viandes, ça représente à peu près 5%. Mais globalement, nous, on pense que scientifiquement, il vaudrait mieux partir sur ce type de métrique, quoi qu'il arrive. Et stockage de carbone dans les sols n'est pas prévu non plus dans Agribalise. Nous avons fait l'effort là pendant plusieurs mois de regarder ce que ça donnait de l'inclure dans Agribalise. Concrètement, comme Agribalise ne prend que de l'additionnalité et donc vraiment du flux, hein, c'est l'objectif de l'ACV, c'est très décevant, notamment pour les systèmes déjà stockants. Je crois que c'est quelque chose que le CS a plus ou moins acté dans ce qui nous a été dit le 17 novembre, c'est-à-dire que l'État aura probablement là aussi un enjeu d'arriver à restituer les questions de stock de carbone, donc pour valoriser certains systèmes qui stockent aujourd'hui, même s'ils ne stockent plus en différentiel. Et donc là, la question reste ouverte. Du coup, nous, on a prévu pour l'instant une boîte là-dessus, et on laissera le soin à l'État de nous dire comment politiquement il souhaite remplir la valeur de cet indicateur. Ensuite, on est allé instruire d'autres sujets. Donc là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui le souhaitent, on peut bien entendu en discuter de manière très détaillée sur les enjeux ammoniaques, qui pour information en élevage sont de très loin le premier impact environnemental au sens de l'ACV, loin devant le méthane, le protoxyde d'azote, l'usage des terres, etc.
l'usage des terres également, de la déforestation importée, etc. On est en train de s'attaquer à la deuxième ligne en bleu. Je ne rentre pas non plus dans les détails. Et puis, globalement, il faut quand même retenir que ce qui manque, c'est vraiment la vision systémique des grands équilibres et des limites planétaires. Donc, au global, avec le PEF, vous avez un outil qui vous donne 2 plateaux de la balance. Un où il manque beaucoup d'externalités négatives et un deuxième plateau avec les externalités positives où il en manque aussi beaucoup, carbone ou biodiversité. Donc, forcément, vous arrivez, derrière, vous divisez par le kilo produit, vous arrivez à une valeur, mais globalement, c'est une valeur, vous pourriez l'approcher aussi finement avec simplement de l'efficience, c'est-à-dire des ratios de rendement, de productivité ou d'indice de consommation en élevage. Donc, on va dire que pour un impact environnemental, c'est quand même très, très court. Le rapport de France Stratégie dont je vous parlais à l'instant, qui dit en effet, donc ça rejoint ce que je viens de vous dire, qu'il faut d'abord proposer un cap clair de transition du système alimentaire vers la durabilité, et que cette transition écologique, elle concerne à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre et celle des intrants chimiques. Idem pour ce qui est du rapport qui est sorti à peu près en même temps, qui a été établi par WWF, Greenpeace et le BASIC sur l'étude des démarches de durabilité dans le domaine alimentaire. Et qui rappelle en première position la question de la biodiversité, qui a bien une place centrale puisqu'elle entraîne en cascade en fait la durabilité sur tout un tas d'autres compartiments, sol, air, etc. Et également, il est précisé, donc je l'ai encadré là en bas de la slide, que globalement, ce qu'ils ont pu étudier montre que le potentiel d'impact positif est relativement plus faible sur la problématique climat, pour ce qui est vraiment des pratiques agricoles, hein, que sur celle de la biodiversité. Donc, l'enjeu climat, il est plus sur le shift alimentaire. L'enjeu biodiv, il est davantage sur les pratiques de production. Sur les défis méthodologiques, alors ce que je vais vous montrer là, je devrais l'enlever, juste ces slides qui arrivent, hein, l'enlever de la présentation qui sera transmise parce que nous sommes en train de publier. Nous faisons actuellement 5 publications scientifiques de manière à cranter ce qui est dans la méthodologie du Planet Score, sur la biodiv, sur l'ammoniac, sur les pesticides, sur l'enjeu gaz à effet de serre, etc. Donc, on ne peut pas publier dans des journaux à comité de lecture scientifique si on a déjà publié ces éléments-là ou si on les a déjà rendus publics d'une manière ou d'une autre, même si ce ne sont que des graphes. Donc, désolé, mais je vais devoir passer vite sur ces slides-là, mais simplement pour vous dire qu'on est allé instruire les enjeux de déforestation. Je vais juste vous décrire celle-ci, ce sera la seule. Correction du protoxyde d'azote avec les facteurs d'émission du GIEC 2019. Vous avez Agribalise, la base de données actuelle en bleu clair, et le recalcul des prairies, qui ont différentes modalités de pâture ou de fertilisation, à tous les cas prairies de la base de données Agribalise, avec la valeur recalculée sur le GIEC 2019 par le collectif Planet Score, en bleu foncé. Donc on est sur des diminutions de 50%, ce qui est quand même pas rien. Je ne vais pas revenir sur la question de l'usage des sols ou du PRG étoile. Ceux que ça intéresse peuvent faire le tour du sujet PRG étoile, PRG 100 en 20 minutes à peu près dans un webinaire que nous avons organisé en juillet. Je pourrais vous envoyer le lien. Voilà, et sur les flux d'ammoniac, je ne vais pas y revenir, mais sachez que la barre en rouge, c'est-à-dire sur le total des impacts de l'élevage dans Agribalise, quels que soient les systèmes d'élevage ruminant ou monogastrique, allaitant ou laitier, l'essentiel des impacts, c'est d'abord l'ammoniac. Donc, en synthèse, de très nombreuses lacunes du PEF, beaucoup d'anomalies également. Et là, je ne rentre pas dans tout ce qu'on a dû corriger à la fois à l'amont et dans les recettes. Par exemple, il est assez difficile, très concrètement, de faire une recette de compote de pommes d'1 kilo avec 800 grammes de pommes. Enfin, le premier qui arrive m'appelle, mais c'est le genre de choses qu'on a pu voir dans Agribalise. Donc, on a fait aussi des corrections sur la partie ACV aval, de manière à avoir des recettes qui soient correctes pour faire nos scorings. Les données ne peuvent évidemment pas être mobilisées en l'état dans un scoring. Et les correctifs ACV et les indicateurs complémentaires sont indispensables. Voilà, et pour la méthode, gardons quand même en tête que les 3 domaines de protection de l'ACV, donc ça c'est issu du PEF de la Commission européenne, c'est noté dans le JRC, donc c'est vraiment ce qu'il y a à l'échelle internationale pour l'ACV. C'est la protection via la protection de l'environnement, hein, la protection de la santé humaine au sens de santé environnementale, et c'est en fait le premier enjeu. La protection des écosystèmes qui est juste à côté, enfin vraiment très très peu derrière, et l'usage efficient des ressources, mais qui est clairement un enjeu qui est en troisième ligne. Donc le climat, c'est bien sûr très important et tout le monde est d'accord là-dessus. Mais les marges de manœuvre sont un peu réduites et en tous les cas, c'est uniquement par le shift alimentaire, pas par les pratiques de production. Et puis, ce n'est pas une bonne approximation pour l'environnement global. Voici la base ACV du PEF, et donc c'est la même structure pour Agribalise. Vous avez 16 indicateurs midpoint. Donc là, c'est un extrait du JRC. Hein. Donc désolé, il est en anglais. Après, la slide est en français sur la suivante. Nous avons regroupé pour le Planet Score les enjeux indicateurs complémentaires en blocs qui font du sens à la fois pour les entreprises et pour les consommateurs. Donc, vous avez bien sûr le changement climatique en premier,
La santé humaine, donc qui rassemble tous ces enjeux-là que vous voyez, incluant des choses comme radiation ionisante, etc., qui sont bien écrites santé humaine, dont aussi les particules fines. Une partie de l'ammoniac impacte ici ce bloc-là. Tous les enjeux qui sont liés de près ou de loin à la biodiversité, notamment les enjeux eutrophisation, mais qui sont très loin des enjeux de biodiversité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Écotoxicité, eau douce est ici. Et puis un quatrième et dernier bloc qui est l'usage des ressources, notamment les ressources fossiles, l'énergie fossile. Et donc nous mobilisons dans Agribalis, puisque c'est bien le socle de calcul du Planet Score, à la fois Agribalis pour toute la partie agricole amont, avec les corrections que j'ai indiquées tout à l'heure, voilà, qui sont indispensables. Et malheureusement, même si ces corrections sont consensuelles, c'est-à-dire que l'ADEME et l'INRA nous disent depuis 1 an que, par exemple, les facteurs d'émission de protoxyde d'azote vont être corrigés, que toutes les anomalies qu'on a détectées, notamment sur la déforestation, vont être corrigées, mais sauf que pour l'instant, ça n'est pas corrigé dans la base, donc nous avons une base de données qui est nettoyée, mais qui n'est pas celle qui est accessible en open data par l'État. Donc nous utilisons la série agricole corrigée et la série aval ensuite d'Agribalis. Donc par exemple les pommes et puis ensuite l'aval de la compote de pommes pour avoir le scoring global d'un produit compote de pommes. Désolée, cette slide est un peu ingrate, mais c'est la seule. Donc, vous avez ici au centre le socle ACV. Donc, en fait, là, vous avez en français les 16 indicateurs midpoint qui étaient tout à l'heure dans le document du PEF. Donc, vous avez bien les blocs santé humaine, biodiversité, carbone, climat et ressources, avec à chaque fois les indicateurs midpoint ACV qui sont dedans. Ensuite, donc ce que j'ai évoqué rapidement, toutes les corrections ACV qui ont été faites par bloc. Donc tout ça est déjà fait, c'est-à-dire que le Planet Score part bien d'une base qui est nettoyée et où nous avons exclu. Alors on a un petit peu attendu que l'État donne son go là-dessus, mais ça a été fait donc au comité des partenaires du 17 novembre. Nous avons bien exclu les indicateurs de toxicité humaine. Et pour les mêmes raisons, nous on pense à ce stade, donc on va également le dire à l'État qu'il faut exclure l'écotoxicité eau douce parce qu'elle est constituée exactement des mêmes éléments qui ne sont absolument pas fiables, c'est-à-dire essentiellement par pesticides et métaux lourds à plus de 95%. Donc si on exclut toxicité humaine, on exclut aussi l'écotoxicité. Ces éléments-là sont déjà, je les présente en détail, mais sont déjà corrigés dans la base de données Planet Score voilà, sur laquelle donc il n'y a pas plus d'éléments à travailler aujourd'hui. Et ensuite, on applique par bloc, et ça c'est vraiment très distinctif du Planet Score, on applique par bloc des bonus-malus. Donc je vais les prendre par la droite. Ressources, c'est un sujet qu'on a peu instruit, mais qui représente très très peu du scoring final sur la plupart des productions. Donc pour nous, là, il y avait assez peu d'enjeux. Les marges de manœuvre sont assez faibles en agriculture là-dessus. Donc premier bloc carbone-climat, sur lequel, alors je vous l'ai dit, on se réserve en haut, en fonction de ce que nous dira l'État, une possibilité d'avoir un indicateur complémentaire sur le stock de carbone, au-delà du stockage que nous avons mis en ACV, qui est en bas en vert. On veut bien, nous, rajouter un élément qui est un élément stratégique des pouvoirs publics politiques sur le stock de carbone. Ensuite, un malus qu'on a appelé, pour faire très court, saisonnalité, qui est sur la question des productions sous serre chauffée, énergie fossile hors saison, puisqu'aujourd'hui, concrètement, avec un calcul sur 100, une tomate en plein champ, c'est 99 points, et une tomate sous serre chauffée en plein hiver, c'est 97 points, donc les deux sont A++. Donc il n'y a absolument aucun moyen de discriminer pour un consommateur. Un malus déforestation, qui impacte à la fois climat pour des raisons évidentes et biodi pour des raisons aussi évidentes. Un bonus appro hyper local, là aussi pour donner un signal pour les entreprises, puisque dans celles avec qui on travaille, certaines ont des appros dans des rayons de moins de 200 km pour les usines de transfo. Donc ça, c'est des démarches dont on pense qu'elles doivent donner lieu à un signal. Et puis un malus sur le transport, mais uniquement le transport par avion, puisque à notre sens, en ACV, on a globalement le transport. Par contre, le seul qu'on n'ait pas dans l'ACV, Agribalis aujourd'hui, c'est le transport par avion. Deuxième bloc, la biodive, et avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous comprendrez que c'est là qu'il y a le besoin de plus, clairement, d'éléments complémentaires, puisque c'est là qu'il manque quasiment toute l'image en analyse de cycle de vie. Un malus pesticide, on pourra y revenir. Je suis sûre que vous aurez des questions, donc je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Un bonus-malus sur les pratiques agricoles, donc qui permet de grader globalement en production animale et en production végétale aussi bien des labels ou des mentions valorisantes aujourd'hui reconnus par l'État que des démarches de progrès à partir du moment où on a suffisamment d'éléments de bilan et d'éléments quantitatifs clairs pour les faire valoir. Mais on est vraiment dans cet objectif-là aujourd'hui et c'est ce qu'on est en train de réaliser avec les entreprises. Je donne un exemple sur une filière, par exemple, fruits.
Befriendly, un partenariat avec un distributeur, où sur la base des bilans de diminution de certains phytos, d'éviction de certaines molécules et de diminution du nombre de traitements, on peut calculer en Planet Score une amélioration assez claire du scoring. Donc là-dessus, on a travaillé notamment sur la méthode contrat avec l'INRA, sur la gradation, le quali-quanti des pratiques agricoles. Ensuite, donc le malus déforestation, le bonus-malus qui s'appelle Origine, mais qui est en fait sur la politique environnementale des pays d'origine. Et là, c'est pour répondre un petit peu à la question qui a été évoquée tout à l'heure. Oui, certains pays sont notoirement plus ou moins bons sur leur politique environnementale et une façon, alors approximative bien sûr, mais de dire le pays qui vient de ce pays-là, pardon, le produit qui vient de ce pays-là a quand même des potentialités d'être plus ou moins correct. Ça sera reflété dans ce bonus-malus. Donc ça, c'est sur l'échelle qui est basée sur la publication de Yale, qui score un peu plus de 200 pays, enfin tous les pays de la planète, sur la base de leur politique environnementale. Cette publication est refaite tous les 2 ans, mais en général, il n'y a pas d'énormes scoops sur l'évolution des politiques environnementales. Et donc, en fait, on normalise, c'est une échelle qui va de 0 à 100, on la normalise de -5 à +5. On a un malus OGM, là aussi c'est pareil, il y a un signal et c'est assez attendu de la société civile. Un malus sur les questions d'irrigation, alors pour faire très court, on l'appelait allaitiage, mais donc irrigation en période estivale sur des bassins en déséquilibre. Et puis un bonus-malus sur la question de l'emballage et du vrac. Pour terminer, sur la question santé humaine, puisqu'on a dû exclure la toxicité humaine, les 2 indicateurs du PEF qui ne sont aujourd'hui pas très bien renseignés, on applique également un malus pesticide de 5 points seulement pour restituer cet enjeu-là. Voilà en très court, et donc si on voulait vraiment résumer de manière très très synthétique, c'est ce qu'il y a dans le rapport de l'IDRI. Désolée, c'est en anglais parce qu'on a dû le présenter à l'international la semaine dernière. Mais vous avez là la comparaison entre l'éco-score qui prend le PEF tel qu'il sort et qui applique des bonus-malus que vous avez vu tout à l'heure avec Shafik, et puis l'éco-score qui raisonne par bloc d'enjeux de manière à restituer à la fois des leviers concrets et une visibilité par enjeu des améliorations possibles. Dernière chose sur les études conso, on a lancé au-delà des tests que nous avons pu faire en magasin, donc que je vous ai évoqué tout à l'heure, où on a pu constater que l'affichage agrégé, qu'on avait appelé Planet Score avec une note, mais qui pourrait s'appeler n'importe comment, a provoqué énormément, et quels que soient les profils de consommateurs et les enseignes, du recul et de la défiance. Il y a une très grande sensibilité à la probabilité élevée de greenwashing de la part des consommateurs sur le dispositif d'affichage. Donc clairement, l'affichage agrégé n'a pas été bien perçu du tout. Enfin voilà, je préfère le dire clairement, ça peut être débattu, mais et l'affichage composite a été très bien reçu, même par des consommateurs qui n'avaient pas les moyens de shifter en budget, par exemple, sur un produit, mais qui nous disaient, là, le fait qu'on me montre ça, d'abord, je suis sûre que ce n'est pas du greenwashing, et deuxième chose, j'ai vraiment l'impression qu'on prend le soin de m'informer pour de vrai et qu'on me prend pour un adulte. Donc, en tous les cas, on a lancé un deuxième panel quantitatif via un panéliste totalement standard, c'est le plus gros panéliste européen, sur un panel représentatif de 1000 personnes, donc représentatif de la population française avec plus de 18 ans. Et on est à presque 50% de performance du Planet Score par rapport aux autres propositions qui sont sur la table. Deuxième chose, sur le premier panel qu'on avait fait au mois de juin, où on avait simplement demandé d'arbitrer entre un affichage agrégé, quel que soit son nom, et un affichage composite. C'est très clairement l'affichage composite. Et on a pas mal de réponses ouvertes également qui nous expliquent pourquoi. Et c'est pareil qu'en magasin. Ce n'est pas compréhensible, beaucoup de peur de greenwashing. Et puis, on n'a pas les données d'arbitrage quand on retourne le pack, contrairement au Nutri-Score. Nutri-Score, on peut savoir si c'est trop gras, trop sucré, trop salé, etc. Quand on retourne le pack pour l'environnement, on n'a aucun élément sur les méthodes de production. Au-delà du panel représentatif 2000 qu'on a donc fait 2 fois, on a également lancé ce même questionnaire Internet ensuite dans tous les réseaux qui ont bien voulu le diffuser pour connaître les résultats sur leur communauté, donc UFC Que Choisir, WWF, FNE, Greenpeace, etc. On a plus de 10 000 réponses à ce jour, et je vous confirme qu'on est évidemment sur ces populations-là, bien au-delà de 80, on est plutôt à 90%. Et les enseignements de l'ADEME et de l'INDRA sont convergents sur la performance de cet affichage composite. Je ne reviens pas sur les verbatims, mais je vous enverrai la slide. Les gens nous disaient, voilà, là, je pense que vous prenez réellement soin de m'informer pour de bon. Les critères n'ont évidemment pas été choisis au hasard, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'objet de tests, notamment en magasin. Et on est globalement sur 4 critères qui sont hyper performants, en moyenne autour de 80%, voire un petit peu au-delà. L'enquête de Yuka, qui a eu le mois de juin, dit un peu la même chose sur la question des pesticides. C'est une attente prioritaire dans le cadre de l'affichage environnemental. Donc, sur cet enjeu-là, on est relativement clair.
Et deuxième chose, je pense que là-dessus, vous avez vu également sortir la communication grand public qui a été faite par Carrefour la semaine dernière, qui montre, suite au test qui a été fait sur le drive de Carrefour et au focus group qui ont été faits avec leurs clients sur cette base-là, que l'éco-score ne valorise pas certains critères qui sont considérés comme très importants par le client. Et donc, ce qui revient, c'est d'abord pesticides et bien-être animal. Donc, deux enjeux sur lesquels le Planet Score est très bien positionné. Et depuis, donc Carrefour nous a appelé le jour même en nous disant « ça y est, on lance le score, du coup, le test sur le Planet Score ». Donc ça, c'est dans la presse, hein, ce que je disais, tout à fait public. Par ailleurs, pour les structures qui sont perçues comme légitimes pour calculer et attribuer ces scorings, ce sont d'abord, sans surprise, hein, plutôt les acteurs de la société civile, associations de consommateurs, ONG, associations de producteurs et collectifs de scientifiques. Ça, évidemment, dans les panels quanti, c'était envoyé en ordre strictement aléatoire à chaque questionnaire. Ce que je vous montre là, c'est la restitution statistique. Les ministères arrivent ensuite, et puis bien entendu, toutes les applis ou les acteurs privés arrivent tout à fait derrière, mais ça, c'est absolument pas un scoop, c'est tout à fait classique dans ce genre d'études. Donc, en résumé, le Planet Score n'est pas un score agrégé, n'est pas un score opaque. Je vous renvoie très prochainement sur le site internet là, qui va vraiment ouvrir normalement d'ici une semaine, 10 jours, avec toute la méthode que je viens de vous exposer en détail et qui a été bien sûr remise à l'état. On a presque 200 pages de rapport, dont la moitié malheureusement sont en annexe confidentielle le temps qu'on publie les 5 publications scientifiques que j'ai évoquées tout à l'heure, mais ces annexes scientifiques ont été remises à l'État, à l'ADEME et à l'INRA. Donc, c'est un outil qui permet également de créer de la pédagogie de manière très immédiate, qui, pour résumer, est basé sur des ACV corrigés, puis complétés par bloc d'enjeux. Donc, il n'y a pas de greenwashing possible, ni d'aléas sur les scores. Et dans son esprit, c'est vraiment un outil d'éco-conception. Donc, aujourd'hui, en déploiement test depuis à peu près 3 semaines. D'abord, nous avons des échanges très nourris avec les entreprises qui nous ont contactés. Une fois de plus, nous n'avons fait aucune démarche. Aujourd'hui, on est plutôt donc à une 60aine d'entreprises, dont des très gros groupes coopératifs qui ont décidé d'engager des calculs sur des gammes très larges. On est actuellement à 2000 références scorées en 3 semaines sur la base de données précises qui nous sont transmises par les entreprises sur la composition de leurs produits. Et vous voyez là en dessous, alors c'est à titre illustratif, mais on publiera ça sur le site internet, par catégorie de produits, une analyse par quintile. La médiane est en bleu foncé, et les quintiles au-dessus en dessous sont en bleu évanescent ou en rose évanescent. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec le Planet Score, actuellement, on a, sur cette base-là, maintenant, qui est très solide, une claire différenciation inter, mais aussi intra-catégorie. Vous voyez plutôt les produits viande qui sont à droite, les produits plus végétaux qui sont plutôt sur la gauche, mais globalement, quels que soient les produits, des capacités de différencier. Nous avons un niveau d'exigence très élevé sur la précision des données sources et sur le contrôle qualité des résultats. On est dans ce déploiement en démarrage avec Alchemix notamment, mais ça n'est pas le seul acteur du digital pour l'ouverture des champs. Donc ça, c'est en train de se faire, hein, c'est incessamment sous peu, ce sera fait avant Noël. On fiabilise les données avec les entreprises et pour nous, c'est vraiment un impératif de robustesse des scores. On ne fait pas de scoring sans que les entreprises aient donné suffisamment d'informations pour que ce soit réaliste. On souhaite donner de véritables orientations concrètes d'éco-conception et c'est ce qui est en train de se passer là dans les premiers dialogues qu'on a sur la restitution des scores. Et le coût d'implantation en rythme de croisière est extrêmement faible puisque dès aujourd'hui, là on a terminé la phase de ramp-up sur les 2000 premiers, on est sur du scoring qui va plutôt très très vite. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure et pour illustrer la question de l'enjeu de fiabilité, je donne quand même ces éléments-là qui me semblent très importants. Aujourd'hui, nous ne souhaitons pas avec le Planet Score partir dans des éléments de ce type voilà, qui commencent à poser problème pour les scores qui sont sortis en éco-score. Ça, c'est pour le même produit alimentaire, le même jour avec le même code barre. Et selon les applis ou les drives sur lesquels vous flashez ce produit, vous allez vous retrouver avec des éco-scores A, C ou D par exemple. Donc ça, pour nous, ça nous semble problématique si on veut absolument que l'affichage environnemental existe et qu'il soit perçu comme justement fiable et déployable. Il vaut mieux déployer un petit peu moins vite, mais fiabiliser absolument les données. On a évoqué les œufs tout à l'heure. Je vous fais une petite illustration quand même sur les œufs. Donc ça, c'est sur le drive de Carrefour. Vous avez 2 références d'œufs de poules en cage. Donc, ils sont éco-scorés B toutes les 2. Il n'y en a que 2. Hein. Là, je vous fais un extrait intégral. Je ne sélectionne pas les références. Et ensuite, vous avez des œufs bio, là, par exemple, qui sont en A. Très bien. Des œufs bio qui sont en C. Je ne sais pas pourquoi. Des œufs bio qui sont en C également, des œufs de plein air sans OGM qui sont déjà donc de la très belle démarche de qualité qui est en D.
tout ça évidemment français, enfin voilà, et en carton. Des œufs plein air en C également, des œufs bio sans OGM en D. Bon, bref, donc je ne rentre pas dans les détails, mais pour nous, ça, c'est problématique. Un œuf bio de plein air, globalement, c'est à titre illustratif, puisqu'on a besoin de données précises, mais on va dire en moyenne, ça sort plutôt comme ce que vous voyez en haut à gauche en Planet Score. Et pour des œufs de poule en cage, on sort clairement comme plutôt en haut à droite. Une fois de plus, il y a des modulos, il y a des démarches possibles, mais globalement, c'est ça. Donc pour nous, c'est quand même problématique aujourd'hui que voilà, l'éco-score soit sur des choses un peu plus hétérogènes. Je suis à nouveau bloquée. Je pense que ça va pouvoir avancer. Juste, on a pris un petit peu dans le retard. Oui, mais j'ai terminé, mais il y a des produits fruits qui arrivent. Si tu as bientôt terminé ou pas. J'ai quasiment terminé. Ok, super. Merci. Donc voilà, pareil sur des produits compotes, par exemple. Donc là, vous avez 2 produits compotes pommes. Vous voyez par exemple qu'une compote de pommes bio va se retrouver en B parce qu'elle est dans des pots en plastique et qu'une compote non bio, ça pourrait être autre chose, HVE ou à la place de bio, mais bon bref, une compote non bio qui, parce qu'elle est en pot en verre, se retrouve en A. Donc nous, là pour nous, l'incitation qui est donnée sur les systèmes de production n'est pas au rendez-vous. Sur le site de Colruyt, c'est un peu la même chose. Vous avez là du riz qui est donc bio en emballage plastique, donc qui est en B, un riz non bio qui est en emballage plastique, qui est en C, et le même riz qui passe en emballage carton et qui devient B. Voilà. En termes de segmentation, on pense qu'il y a mieux à faire que de simplement raisonner sur l'emballage pour faire changer les produits de catégorie. Idem sur les pâtes, par exemple. Donc B en carton conventionnel ou B en plastique pour du bio. Et idem sur les pommes de terre, mais la question se poserait exactement de la même façon sur les fruits. Vous avez de la pomme bio en A ici, et puis de la pomme tout à fait standard également en A. Ça sera assez difficile pour les consommateurs d'expliciter. On pourrait donner les mêmes exemples pour d'autres productions. Idem voilà, sur le miel qui est en B. Ou le comté, par exemple. Tous les fromages sont globalement très très mal scorés en éco-score. Nous, on a une vraie gradation. Alors évidemment, les fromages n'arrivent pas en A, ça c'est certain, et les viandes non plus. Les meilleures viandes en Planet Score sont C, mais tout le monde n'est pas en enfer. Donc voilà, fromage de chèvre qui est en E, qui soit frais ou pas frais d'ailleurs, enfin, ou affiné. Donc pour nous, ça c'est également problématique. Dire aux éleveurs tous les fromages de chèvre sont E, c'est quand même pas possible. Et bon, je ne reviens pas sur la question des viandes, qui est fort connue, mais globalement, quels que soient les systèmes de production, tout le monde se retrouve en E ou en D. Mais même de la race Salers origine France se retrouve en E. Donc ça, c'est une petite image d'Interbev, et c'est pas pour soutenir Interbev, c'est pour dire oui, il y a vraiment une question de végétalisation de l'alimentation, bien sûr, mais une question de dire vers quel système de production on oriente ce qui reste en élevage. Voilà. Et vous avez sur le site de e-commerce de Naturalia, si vous le souhaitez, quelques exemples. C'est la première entreprise qui a reçu ces scores, et vous voyez typiquement que même un jambon bio ne sort pas avec une bonne note, mais globalement avec suffisamment d'informations consommateurs pour faire le tri parmi différents produits au sein de la même catégorie. Voilà. Donc les fromages, pareil, non, en effet, où les produits crémiers ne sortent pas en A, même en bio. Et certains produits fruitiers, vous avez là des confitures, sortent pas trop mal. Bon, Biodiv est quand même en B à cause des process aval de transfo dans Agribalise. Et puis certains produits céréaliers sortent clairement pas mal du tout. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Sabine, pour cette présentation. J'essaie de faire... Oui, merci pour la présentation. Il y a 2 questions, enfin je vois pour l'instant 2 questions dans le chat déjà. C'est concernant la prise en compte du stockage de carbone, est-ce que c'est uniquement dans les sols ou aussi dans les arbres? Très bonne question. Mais ça, c'est des questions qui sont ouvertes depuis longtemps. Aujourd'hui, l'État a visiblement le souhait de valoriser la question du stock de carbone dans les sols. Donc nous, ce qu'on a fait pour le stockage de carbone, c'est-à-dire le flux, on s'est basé sur le 4 pour 1000 et on a retranscrit par type de culture l'impact qui est dans ce rapport-là. Donc ça, on a pu le modéliser et c'est dans la base de données du Planet Score. Donc on a déjà inclus le stock ou le déstock d'ailleurs par type de production. Par contre, sur la question des vergers, par exemple, ce qui a déjà été pas mal discuté et ce que nous disent par exemple des gens de l'INRA, c'est oui, mais au bout d'un moment, en fait, les vergers, ils sont arrachés. Donc le stock réel de carbone dans des vergers à rotation en général relativement courte, franchement, voilà, assez moyen. Par contre, s'il y a du ligneux, des infrastructures agroécologiques supplémentaires en bordure de parcelles, bien sûr, ça pourrait s'intégrer. Mais la question de l'arbre arboricole, souvent à courte durée, n'est pas franchement dans le panorama.
Ok, merci. Et il y a une autre Réponds la fin question. mais... Oui. Ok. Pardon, Olivier? Non, je disais merci parce que j'avais pas de questions. Tout dépendait Ok. aussi de la fin des vergers, mais ça, c'est pour en parler peut-être avec CTFL. Merci. Et on a une autre question de François Viguier, qui nous a mis une capture d'écran du site Agribalise avec une mangue importée par avion et une mangue importée par bateau. J'imagine que c'est par rapport à ce que vous disiez sur le transport. Oui, j'ai cru entendre que le transport avion n'était pas compris dans Agribalise. Et en tout cas, sur les produits importés, les fruits exo, il est compris et c'est bien précisé quand c'est gris. Donc en fait, je réagissais par rapport à la pénalité sur les produits importés par avion, qui de fait discrimine 2 fois plus les produits par avion, vu que sur certains produits Agribalise, il est déjà pris en compte. Ouais, sauf qu'on prend Agribalise, comme le disait Shafik, générique. Donc en fait, on ne va pas prendre la valeur avec le transport. En fait, dans Agribalise, par exemple, vous n'allez pas prendre l'agneau de Nouvelle-Zélande importé en cargo, massifié, etc. Vous allez prendre la valeur d'Agribalise telle qu'elle sort en agneau générique. Et donc, en tous les cas, c'est quand même le brief qu'on a aujourd'hui de l'État. Et malheureusement, quand on fait du spécifique, ça devient un peu de la physique quantique, c'est-à-dire que souvent en ACV, plus on pense approcher de la précision et plus les marges d'incertitude deviennent absolument colossales. Donc, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est une réalité de l'ACV. L'ACV a réellement pas mal de problèmes méthodologiques. On n'est pas convaincu, nous, à ce stade. On a fait l'exercice et on est content de se dire qu'on a quand même un socle qui permet de différencier entre catégories. Mais concrètement, l'ACV est quand même un socle qui est extrêmement controversé pour l'alimentaire. Enfin, en tous les cas, pour la partie agricole de l'alimentaire. En fait, la partie aval, moyennant des corrections, peut être assez finement analysée parce que la partie aval, ce sont des process souvent industrialisés avec des économies d'échelle, etc. La partie agricole, qui est très en lien avec des contraintes pédoclimatiques, territoriales, etc., est très difficile à approcher en ACV et c'est un peu honnêtement chimérique de se dire que plus on va creuser et plus on va approcher la réalité avec l'ACV, à notre sens. Et là, il faut vraiment, pour nous, partir sur des approches quali-quanti, comme ce qui existe dans plein d'autres outils scientifiques, de manière à approcher les grands enjeux. C'est vraiment la méthode qu'on propose dans le Planet Score, et d'arrêter de se faire croire qu'on a encore besoin de 10 ans pour donner un outil d'orientation en affichage environnemental qui permette de restituer les grands enjeux aux consommateurs. Là, il faut aller vite. Je suis d'accord, mais se priver d'un calcul qui se base sur le transport et pas sur le système agricole. Bon, après, vous avez entendu une discussion précédente. Vous avez ma position sur le fait d'ajouter des objectifs, d'ajouter des bonus ou malus de façon subjective. J'avais une autre question par rapport. Alors, vous l'avez sûrement expliqué, et, enfin, j'ai dû zapper, mais sur l'indicateur pesticide, comment il est calculé? Non, je ne l'ai pas dit parce que j'étais sûre qu'il y aurait une question. Donc, voilà. Première chose, les bonus-malus ne sont pas subjectifs. Enfin, c'est un peu ce qu'a dit Shafik tout à l'heure également. Ils sont indispensables puisque la méthode ACV elle-même, et ça c'est exact également dans les rapports scientifiques, est subjective. Elle est subjective aussi dans les pondérations qui sont appliquées. Donc attention, je le répète, il n'y a absolument pas de science neutre. La science n'est au service que des usages. C'est-à-dire si l'usage c'est de faire évoluer le système agroalimentaire dans le sens de la transition, quelle est la transition? Et après, en fait, il faut simplement axer les métriques, les outils sur le cap, voilà, on a juste besoin de la boussole. Sur la question du malus pesticide, aujourd'hui dans Agribalise, vous avez globalement des choses qui sont plus ou moins, donc c'est essentiellement pesticides sur la question tox et écotox. On a quand même 3 indicateurs sur 16 qui sont purement là-dessus. Vous avez des choses qui sont en moyenne à jour de 2010. Avec, vous pouvez imaginer des méthodes de quantification comme c'est les faire l'ACV, c'est-à-dire avec 8 chiffres après la virgule. On a l'impression que du coup on est très très précis parce qu'il y a 8 chiffres après la virgule, mais on est très précisément faux. Donc très concrètement là-dessus, puisque nous on a vraiment analysé cet enjeu-là pour voir tout ce qu'on pouvait faire. Vous verrez dans notre rapport au conseil scientifique, on a vraiment fait tout un tas de modélisation sur l'enjeu tox-écotox. Ça ne marche pas en ACV. C'est complètement obsolète. Vous avez là-dedans tout un tas de molécules en plus qui sont interdites, beaucoup de molécules autorisées qui n'y sont plus. Donc l'approche qu'on a prise avec notamment des chimistes qui sont spécialistes de la réglementation REACH, c'est d'établir une matrice donc, qui sera publiée en début d'année et qui sera donc non seulement publique mais gratuite,
dans laquelle on liste plus d'1 millier, je crois qu'on est à 1400, toutes les substances actives homologuées, qualifiées sur la base de la réglementation et des publications scientifiques non controversées. Donc on essaye de ne pas se positionner, par exemple, sur des choses qui sont encore en stand-by au niveau scientifique, comme les SDHI. D'évaluer les niveaux qui sont des niveaux de danger qui sont posés par ces molécules selon la réglementation, parce que la réglementation a des catégorisations, et selon la biblio. Et ensuite de faire le lien entre les itinéraires techniques produits et ces molécules pour avoir des jauges à la fois sur santé humaine et sur environnement. Donc ça, ce sont des éléments quantitatifs basés sur de la science qui sont clairement mis à disposition et qui sont indispensables aujourd'hui hors ACV pour rendre les enjeux tox-écotox qui sont pris dans le test. C'est un enjeu de crédibilité majeur d'ailleurs, à la fois de la démarche du Planet Score, mais globalement de l'affichage environnemental, puisque vous l'avez vu, et de manière spontanée, c'est-à-dire qu'à l'époque, le Planet Score n'était absolument pas sur l'étagère. Les consommateurs de Carrefour, les consommateurs qu'on a pu sonder, pas nous, mais le panéliste 2 fois, le sondage, la consultation de Yuka, il y a un véritable enjeu sur cette question des pesticides. Donc après, aux filières de se dire, est-ce que là-dessus, j'utilise ça réellement comme un outil pour justement pouvoir différencier sur les démarches de progrès, et dans ces cas-là, on donne quelque chose à voir, ou est-ce que je suis plutôt très réticent et je rentre en freinage. Voilà, c'est pour le dire très clairement. Mais pour nous, il y a un enjeu clair et cette demande-là, elle sera d'une manière ou d'une autre satisfaite. Pour les consommateurs, visiblement, ce n'est pas optionnel. Les prises de parole ont été très claires en comité des partenaires là-dessus. Ok. Merci beaucoup, Sabine. Alors, j'espère ne frustrer personne, mais comme on a pris du retard, je vous propose d'avancer. Et en tout cas, merci pour ta présentation et puis pour les réponses aux questions. Merci beaucoup. Ouais. Je vous en prie. Et donc, voilà, je pense que vous l'avez compris, mais donc le site internet va bientôt être lancé avec des exemples de scoring et puis tous les éléments de méthode. On a préféré là aussi fiabiliser, travailler avec les entreprises qui sont en démarche de progrès pour vérifier qu'on fine-tunait correctement, notamment nos indicateurs complémentaires sur les pratiques, voir qu'on arrivait par exemple à intégrer correctement ce que je vous ai expliqué sur l'UFRENI ou d'autres, l'agriculture de conservation des sols, etc. Avant de lancer quelque chose dans la nature. Donc ceux qui ont des questions plus précises, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition pour répondre dans des réunions spécifiques sur les enjeux qui vous intéressent. Merci beaucoup.